Bonjour tout le monde. Dans cette courte capsule, on va parler surtout de mitose, donc de division cellulaire. Première des choses, avant de parler de mitose, il faut comprendre qu'il y a deux façons pour les cellules dans votre corps de se diviser, hein, de se multiplier. Donc, on avait déjà dit précédemment dans d'autres capsules que la division cellulaire, comme la mitose, exemple, c'était la façon pour une cellule de se reproduire. Donc, on peut partir d'une cellule, elle se divise en deux, en fait, puis elle crée de nouvelles cellules. Ces deux cellules-là peuvent se rediviser si nécessaire. Donc, essentiellement, la plupart des cellules vont faire de la mitose, qui est une forme de division cellulaire. Mais il faut savoir qu'il y a une deuxième forme qui existe, qu'on appelle également la méiose. Donc, la grosse différence, c'est que la méiose, c'est pour les fonctions de reproduction. C'est donc une division cellulaire qui va permettre de produire chez l'homme des spermatozoïdes ou chez la femme les ovocytes, donc les cellules reproductrices. Et bien que ça ressemble par certains aspects à la mitose, il y a des subtilités, puis il y a des différences assez importantes que vous allez surtout étudier à la prochaine session, en fait, dans le cours de biologie 3, quand vous allez faire le système reproducteur. Tout ce que je vous demande pour mon cours, en fait, on n'étudie pas du tout la méiose, donc vous savez que c'est une division cellulaire différente de la mitose pour produire des cellules reproductrices, et c'est tout. Hein. On n'ira pas plus loin que ça, donc une fois que vous savez ça, c'est réglé. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce qui va se passer dans la mitose. Donc, mis à part les cellules reproductrices qui font la méiose, ou encore les cellules qu'on a déjà discutées, comme les neurones ou les myocytes cardiaques qui sont incapables de mitose, tous les autres cellules de votre corps vont être capables de se multiplier, de se reproduire par mitose. Donc, c'est la division cellulaire la plus utilisée, évidemment. Euh, Petite définition du mot ici, soma veut dire corps, donc les cellules somatiques, littéralement, c'est-à-dire les cellules du corps. Donc, on va donner une définition très simple. Lorsqu'on vous dit que les cellules somatiques font la mitose ou que vous voyez ce terme-là, peu importe, c'est toutes les cellules de votre corps sauf les cellules reproductrices. OK? Donc, c'est toutes les cellules du corps, sauf le petit signe de scène ici, pour moi, ça veut dire cellules, sauf euh, les cellules reproductrices, donc les spermatos ou les ovocytes. Okay? Donc, c'est simplement ça que ça veut dire, cellules somatiques. Maintenant qu'on a introduit un petit peu le sujet, une première question, c'est de savoir, bien sûr, on va étudier la mécanique, les différents processus qui vont se produire pendant la mitose, mais la première question, avant d'aller plus loin, c'est de se demander à quoi ça sert la mitose. Pourquoi une cellule veut se reproduire? Donc, là, vous savez que la méiose, c'est surtout pour permettre la formation de cellules reproductrices, mais la mitose, ça sert à quoi? Généralement, pour moi, il y a comme trois situations principales où on va utiliser la mitose. Donc, croissance, évidemment, un jeune enfant, un bébé, un jeune enfant qui grandit, ou même un adolescent qui continue à grandir vers sa taille adulte, évidemment, on développe de la masse musculaire osseuse et à chaque fois qu'on gagne en masse pendant qu'on grandit, ça nous prend de nouvelles cellules. Donc, si on gagne 3 cm, on prend du poids et de la masse musculaire, cette nouvelle masse, c'est en fait des nouvelles cellules qu'on a produites. Donc, évidemment, la mitose chez un jeune enfant, surtout en croissance, qui va grandir très, très vite, bien évidemment, c'est de la mitose accélérée dans les différents tissus, incluant bien sûr les tissus osseux et musculaires. Donc, ça, c'est la première fonction de la mitose, si je peux m'exprimer ici. La deuxième fonction de la mitose, c'est surtout pour, on vous le dit ici, remplacer les vieilles cellules. Hein. Souvent, on oublie que vos cellules, à part les neurones qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie, donc si vous vivez 90 ans, ces cellules-là, il faut qu'ils vivent 90 ans, ce qui est assez spectaculaire. Même chose pour les cellules cardiaques, parce qu'ils ne font pas de mitose. Mais les autres cellules, on va les remplacer. C'est pas à retenir, mais exemple, un érythrocyte, un globule rouge, peut vivre 120 jours à peu près en moyenne. Donc après 120 jours, là, il est trop vieux, il commence à avoir des problèmes, on l'élimine, on en fait un autre. On peut faire comme ça les vieilles cellules de peau, vieilles cellules d'organes. Donc, évidemment, remplacer les vieilles cellules par des jeunes cellules plus neuves. Donc, il y a un processus de mort qui va éliminer les vieilles cellules. Puis, il y a un processus de reproduction qui va se faire à partir de certaines cellules souches, exemple, pour régénérer par mitose de nouvelles cellules qu'on va pouvoir spécialiser ensuite, exemple, au niveau de la peau. Et l'autre chose, c'est la réparation ou régénération tissulaire. Donc, moi, c'est vraiment le concept de lésion de blessure. Alors, ça peut être des jeunes cellules
vous n'êtes pas en croissance, vous êtes adulte, vous avez des cellules tout à fait normales, mais vous vous blessez, vous faites un sport, vous déchirez un tendon, un muscle, peu importe, vous vous coupez au niveau de la peau, ça saigne, bon, parfait, mais après, il faut réparer. Et une façon de réparer les tissus qui ont été endommagés, c'est de remplacer les cellules manquantes ou les cellules endommagées par mitose. Donc, encore une fois, on a un système de défense, un système immunitaire qui vont, par exemple, les macrophages, éliminer les débris, les restants de cellules, les débris cellulaires et tout. On élimine tout ça, mais ensuite, il faut remplacer ces cellules-là qui ont été brisées. Donc, comment on fait pour les remplacer? Bien, c'est toujours par mitose. Donc, croissance, réparation pour remplacer les tissus brisés ou abîmés, puis remplacer les vieilles cellules. C'est trois situations où on va faire de la mitose, évidemment. Et je l'ai dit vite en intro, mais c'est une confusion des fois, donc je vais le dire clairement. Souvent, la mitose, on parle d'une première cellule, division cellulaire, et vous avez l'impression que deux cellules à partir de la première, puis là, il y en a trois, ce qui est complètement faux. Souvent, vous me posez la question, vous avez où la première? Bien, la première n'existe plus. Hein. La mitose, on verra qu'il y a plusieurs étapes, on va étudier ça bientôt, mais en fait, elle se casse en deux pour générer deux cellules identiques. Mais celle-là, elle disparaît, elle s'est brisée en deux. Et là, ces deux-là pourront à leur tour donner deux autres cellules chacune. Donc là, on est rendu à 4. Les 4 vont pouvoir se diviser en deux, puis là, on va être rendu à 8. Donc, mais c'est toujours la même chose, une mitose, c'est qu'elle se divise en deux, un peu comme un morceau de pain, un gros morceau de pain, une grosse miche de pain. C'est ta cellule, vous la cassez en deux, ça fait deux plus petits morceaux, mais ça fait deux nouvelles cellules. La grosse miche n'est plus là. Vous avez deux petits morceaux. Et ça fait généralement la mitose des plus petites cellules, mais elles vont grandir, elles vont croître, puis elles vont gagner leur taille adulte. Donc, c'est à peu près ça, le processus. Et l'autre chose que je veux que vous gardiez en tête, contrairement à la méiose, pour faire des spermatozoïdes ou des ovocytes qui fait des cellules génétiquement différentes, la mitose, on fait des cellules pareilles. C'est la même génétique, il n'y a pas de différence. Donc, génétiquement identiques. Puis pensez-y, si je remplace de la peau, je n'ai pas une cellule d'estomac, donc on fait une copie conforme. Ça, c'est important de le comprendre. Ma cellule de départ que j'ai divisée en deux, bien, la mitose fait en sorte qu'on a exactement les mêmes, la même information génétique, c'est le même type de cellule, les mêmes molécules. Donc, on fait des cellules identiques. Une cellule de peau qui se reproduit par mitose va refaire des cellules de peau, évidemment. Alors que, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, on verra ça dans la prochaine session, mais la méiose pour la reproduction, c'est différent. Les cellules produites n'auront pas les mêmes gènes. En fait, on va perdre la moitié de l'information génétique. Donc, au lieu d'avoir le total de l'information génétique, il y a une cellule qui peut gagner simplement la moitié de l'information génétique, puis l'autre cellule, ce sera l'autre moitié. Donc, ils ne sont pas tout à fait pareils par rapport à l'original, mais c'est faux. Puis vous verrez ça quand ça sera le temps, c'est pas grave, c'est pas important pour ce cours-ci. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que les deux brins d'ADN ici, dans la première cellule, vont être copiés de façon identique dans les deux autres cellules. Donc, on fait des cellules pareilles. Okay? Donc, voilà, ça c'est un concept important pour la mitose. Pour faire cette mitose, cette division cellulaire, il y a plusieurs structures qu'on va avoir de besoin. Donc, on va voir le centrosome. On a déjà vu que c'était deux centrioles attachés ensemble qui va, si vous vous souvenez, la dernière capsule, je vous disais que c'était un point d'attache pour le fuseau de division. En fait, le cytosquelette va se réorganiser. Donc, il a sa forme normale sous la membrane cellulaire, supporter la membrane. Là, il se réorganise de façon particulière pour permettre le déplacement de chromosomes. On va voir ça bientôt. Donc, j'ai besoin de centrosome. Et bien, il y a l'ADN qui va prendre différentes formes, évidemment. Et le concept, c'est de doubler l'ADN, de la condenser de façon très, très serrée. Donc, on avait vu que c'était le terme de chromosome. Et donc, l'état initial chromatine qui est enroulé, cet ADN va devenir super enroulé. Pendant la division cellulaire, les chromosomes, on les déplace. Et quand la mitose est finie, ça redevient de la chromatine. Donc, ça, c'est des notions qu'on avait discutées à la fin de la dernière capsule. Vous allez voir, tantôt, je vais reprendre ces mots-là, puis je vais même en donner quelques nouveaux pour pousser davantage ce que vous savez déjà. Puis ensuite, on va pouvoir vraiment bien comprendre les étapes de la mitose qu'on va faire bientôt. Première des choses, avant que je rentre dans la mitose, il faut comprendre, des fois, à tort, vous pensez qu'on fait juste ça de la mitose, mais en fait, c'est relativement rare dans la vie d'une cellule. La plupart du temps, il y a comme deux grandes phases dans la vie de la cellule. Il y a l'interphase et la phase de division qu'on appelle la phase mitotique. Et l'ensemble de ces deux événements-là, c'est le cycle cellulaire. Ça, c'est un peu comme le cycle de vie d'une cellule. Donc, un peu comme vous, exemple, vous êtes bébé, enfant, adulte, vieillard, et vous mourrez, l'ensemble des cellules vont subir ça. Donc, il y a différentes étapes de développement qu'on appelle le cycle cellulaire.
Et ce qui est bien, bien important de comprendre, c'est que la cellule, peu importe le type cellulaire, la plupart du temps est toujours en interface. Ça, c'est comme la vie normale de la cellule. Il n'y a pas de division. Donc, la cellule grandit, puis elle fait ses affaires, puis ses petites activités, puis tout ça. Mais de temps en temps, il y a des situations qui vont se produire où là, elle n'aura pas le choix de se reproduire. Donc, là, on va tomber dans la phase mitotique. On se divise. Et une fois que j'ai généré mes deux cellules, donc la première cellule se divise en deux par mitose, on génère des cellules identiques, mais une fois que c'est fait, ces deux cellules-là retournent à l'interface. Si c'est nécessaire de les rediviser, ben on va retourner en mitose. Mais généralement, la cellule est toujours en interface. Et quand c'est nécessaire, passe en phase mitotique pour se multiplier, puis après on revient en interface. Et l'ensemble de ces événements-là, c'est un peu le cycle de vie de la cellule. Donc, elle va faire ça à différents moments de sa vie de cellule, si vous voulez. C'est pour ça qu'on parle de cycle cellulaire. Parfois, on parle de cellules filles puis de cellules mères. Donc, si jamais vous voyez ces termes-là, c'est pas très grave. La cellule mère, c'est la cellule de départ, donc celle qui va se diviser. Et le résultat final génère par mitose deux cellules filles. Donc, les cellules filles, c'est le résultat de la mitose, en fait. Okay? Donc, c'est simplement pour qu'on s'entende sur les terminologies que je vais utiliser tantôt. C'est donc une image que je trouve très bien faite, parce que ça résume pas mal le cycle cellulaire. Toutes les cellules vont vivre ça, en fait. Et ce qui est en bleu, ici, c'est l'interphase, qui se subdivise en trois sous-phases qu'on va voir dans 2 secondes. Et ça va dans le sens chronologique. Hein? Donc, pour lire ce schéma-là, on va dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, je pars toujours du début de l'interface, qu'on appelle la G1, on passe en phase S, G2. Et quand la G2 est terminée, là, on tombe en mitose. Donc, il y a différentes étapes de la mitose qu'on va voir tantôt. On produit deux cellules. On part d'une cellule. En bout de ligne, j'ai deux cellules. Ces deux cellules-là reviennent dans l'interface. Pendant l'interface, on vit notre vie de cellule, puis quand on arrive à la fin de la G2, on recommence. Et ce qui est important de comprendre, qui n'est pas écrit dans votre manuel, ou souvent on ne vous le dit pas comme prof, mais quand vous regardez un dessin comme ça, vous avez l'impression que ça se fait toujours en synchronisme. Et là, il faut comprendre que la durée des phases, ça peut être extrêmement long comme extrêmement rapide. OK? Puis ça dépend du type de la cellule aussi, puis de votre âge. C'est clair que quand vous êtes en croissance, du point de vue musculaire et osseux, on ne reste pas très longtemps en G2. Là, on passe de G1 à G2 rapidement, puis immédiatement on fait de la mitose, puis ça se fait en continu. Vous avez 30 ans, vous avez fini votre croissance, mais il y a certaines cellules, les cellules musculaires restent bloquées en G2 très longtemps. Puis il y a des cellules qu'on va régénérer plus facilement que d'autres. Par exemple, les cellules de la paroi intestinale, au niveau de l'intestin grêle, souvent les cellules épithéliales, la paroi interne, vont se briser facilement. Les aliments digérés, l'acidité, peu importe, vont irriter la paroi, puis ils vont se détruire. Donc, c'est des cellules qui ont un cycle de reproduction rapide. C'est-à-dire que le cycle cellulaire va circuler assez rapidement. Puis, en dedans de 24 heures, on peut régénérer des cellules. Puis, il y en a d'autres, ça peut prendre, faire ces étapes-là, ça peut prendre des mois, des années, des semaines. OK? Les cellules, il y a certains lymphocytes, des globules blancs, mémoire, qui peuvent rester bloqués en G2 pendant des 10 ans. Là. Donc, c'est hautement variable, évidemment. Puis, culture personnelle, mais si je vous demandais le cancer, c'est quoi? Ben, c'est simplement trop de mitose. Et pour faire du cancer, on en reparlera en fin de la capsule, mais il y a plusieurs façons de produire un cancer, mais généralement, ça prend une cellule qui est plus capable de mourir, puis qui fait de la mitose en fou, et plus capable de s'arrêter. C'est la seule différence. Un cancer de peau, cancer de poumon, peu importe le cancer, c'est toujours la même chose. C'est des cellules qui font de la mitose sans arrêt. Fait que, exemple, un cancer de la peau, la grosse différence, c'est si vous blessez, puis, je sais pas, vous avez une blessure, vous saignez, vous régénérez de la peau, vous faites de la mitose, mais une fois que on a régénéré la peau, puis qu'il y a assez de cellules pour colmater la brèche, ben on arrête de faire la mitose. Le cancer de la peau, c'est ça le problème, c'est que la mitose n'arrêtera jamais. C'est comme si on était toujours bloqué en mitose ici, et ça va se faire pendant 28 ans, là, ça n'arrêtera jamais. On dit que c'est des cellules immortelles, justement, pour ça. Puis quand vous avez une tumeur ou une bosse qui est visible à l'œil, ben c'est juste parce que c'est des milliards de cellules qui sont en mitose, qui s'empilent l'une sur l'autre, en fait. Mais c'est simplement ça. Si on arrivait à bloquer la mitose, ben, c'est fini le cancer, OK? Ou à tuer la cellule, évidemment, avant qu'elle se reproduise. Mais c'est juste ça, en fait. Et pourquoi je donne cet exemple-là? Ben, ça m'explique un petit peu ce cycle-là. C'est que la plupart des cellules
on a des mécanismes de défense. Hein. Si on a une cellule cancéreuse, il peut y avoir des globules blancs qui vont l'éliminer avant qu'elle se propage, avant qu'elle fasse trop de mitose. Donc ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, on a un mécanisme de protection au niveau du cycle cellulaire, justement, que normalement, les cellules restent bloquées en G2 puis ne passent pas en phase mitotique, sauf si c'est nécessaire. Par exemple, vous êtes en croissance ou des choses comme ça. Puis souvent, c'est ça le problème, c'est que le cancer, les cellules cancéreuses sont capables de sauter cette étape-là et alors qu'on devrait s'arrêter ici, ils vont passer de l'autre côté et c'est pour ça, donc c'est souvent à cause de mutations génétiques, les gènes qui sont activés dans la phase G2 ne fonctionnent pas, puis là, ben, on tombe toujours en phase mitose, c'est comme si on passait tout droit. Mais ça, c'est vraiment du détail pour votre culture. Si je reviens au cours, ce qui est vraiment important, c'est pas tant ça, c'est plus de comprendre qu'il y a deux grands moments dans la vie d'une cellule, l'interphase versus la mitose. On va parler un petit peu d'interphase, c'est matière à examen, puis on va passer pas mal de temps sur la mitose, évidemment. Ce qui est écrit ici, les fonctions des différentes étapes de l'interphase, vous devez être à l'aise avec ce qui est écrit ici, mais il manque des détails pour moi, donc je vais en rajouter quelques-uns. Alors, vous écoutez bien, évidemment, et je vais les expliquer sur l'image, en fait. Fait que je vais faire un retour en arrière. C'est déjà écrit, je vais en rajouter quelques-uns, puis si ce que je dis est clair, ben, c'est suffisant pour l'examen. Okay? Donc, si je fais un retour en arrière, qu'est-ce qu'une cellule fait dans son interface, dans sa vie normale? Donc, la première phase, ou la première étape de l'interface, c'est la G1. Donc, ce qui se passe ici, en fait, c'est assez complet. Là. Pour moi, c'est vraiment la croissance, puis je n'ai pas de choses à ajouter ici. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, là, en fait, mais c'est pas l'étude au DEC. C'est de la bio avancée d'université. Donc, pour nous, c'est suffisant. Donc, imaginez-vous, on est issu de la mitose. Donc, ça fait deux petites cellules, évidemment. Et comme elles sont petites, c'est un peu l'exemple de tantôt, quand je disais on brise une miche de pain en deux, bien, si la miche de pain est la cellule, ça fait deux petits morceaux de pain. Fait qu'il faut qu'on redevienne deux grosses miches. Fait que c'est exactement la même chose. C'est là les deux mini-cellules produites vont grossir, vont gagner du cytoplasme, produire des organites. Donc, on redevient comme sa forme adulte. Alors, c'est vraiment une phase de croissance. Pour moi, la G1, c'est une jeune cellule. Au point de vue du métabolisme, si on compare avec la G2, exemple, elle est extrêmement excitée, très active, beaucoup de réactions chimiques, parce qu'on grandit, là, on produit beaucoup de matériel, l'anabolisme qu'on a déjà vu dans d'autres cours, ben, on en fait à plein. Là. On produit des organites, on produit toutes les protéines, lipides, donc toutes les familles de molécules organiques qu'on a vues, on y va à fond. Okay? Donc ça, c'est sa phase G1, donc la première étape de l'interphase. Puis elle vit sa vie comme ça, puis elle grandit. Ensuite, la phase intermédiaire, c'est la phase S. S pour synthèse. Et ça, je mets un extérieur, ça c'est une petite nuance qu'il faut comprendre puis qui amène une confusion. La phase S, synthèse, là aussi, on est métaboliquement très, très excité. En fait, la cellule, elle a gagné sa taille maximale, généralement. C'est comme la phase adulte, hein, un peu, on pourrait dire ça. C'est la phase mature de la cellule. Et c'est ce mot-là ici, la réplication de l'ADN qu'il faut comprendre. Donc, à partir de là, on va doubler l'ADN. Fait que l'ADN est normal pendant la G1. Exemple, vous avez 30 000 gènes, normal, le fameux 2 mètres d'ADN qu'on parle si on le déroulait. Sauf qu'ici, la réplication, c'est qu'on double l'ADN. On se prépare déjà à la future mitose. Et ça vous mélange, parce que c'est comme si on préparait la mitose, la première étape de la mitose, mais on n'est pas en mitose déjà. Et deux choses que je vais dire importantes là-dessus. Donc, ma cellule, exemple, si j'ai l'ADN ici, la première question, vous l'avez probablement compris, mais juste au cas, pourquoi je dois doubler l'ADN? Bien, évidemment, si, mettons, mon ADN normal est 30 000 gènes, puis là, je vous ai dit tantôt, on veut faire des cellules identiques, bien, ça me prend 30 000 gènes dans les deux cellules. Si je ne double pas l'ADN, je la coupe en deux, j'en donnais à moitié ici, 30 divisé par 2, ça fait 15 000 gènes, 15 000 gènes ici, mais il va me manquer du matériel, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que pendant l'interphase, plus particulièrement à la phase S, je vais doubler l'ADN. Donc, exemple, j'ai l'ADN ici, qui est enroulé, sous forme de chromatine, comme on a déjà vu, et la réplication de l'ADN en phase S fait qu'on va littéralement... Écoute, c'est une photocopie. C'est comme si vous photocopiez vos notes de cours. Vous manquez mon cours, vous demandez à un ami, une amie ou une collègue, je peux-tu emprunter tes notes, tes photocopies? C'est exactement la même information. Donc, on fait une copie. Fait que pendant un petit moment dans la vie de la cellule, je me ramasse avec tout en double. En fait, quand je vous disais que l'ADN a un double brin, ici, ce qui est normal, donc un brin papa, un brin maman, puis j'ai 30 000 gènes,
Mais là, on a 2 molécules d'ADN. Donc, ici, j'ai les doubles brins, comme on a vu avec la structure, double hélice, chromatine avec les histones et tout. Puis j'ai exactement reproduit la même chose ici. Fait qu'en fait, quand je vous disais que c'est 30 000 gènes, 2 mètres d'ADN, bien, pendant la phase S, en fait, à la fin de la phase S, quand on a doublé l'ADN, on est rendu exceptionnellement à 60 000 gènes puis à 4 mètres d'ADN. OK? C'est énorme. Là, le noyau, là, on a de l'ADN extrêmement compacté. Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'éventuellement, quand on va faire la mitose, ben, j'ai un jeu de 30 000 gènes qui va aller dans une cellule, puis j'ai l'autre 30 000 gènes qui va aller dans l'autre cellule. Donc, on aura doublé le matériel pour le redistribuer également entre les deux cellules. Ça, c'est le premier concept. C'est pour ça qu'on va multiplier l'ADN. L'astérix que j'ai mis, il faut faire attention. Bientôt, je l'ai mentionné rapidement dans la dernière capsule, mais je vais revenir là-dessus très bientôt. On va voir que la première étape de la mitose, qu'on appelle la prophase, la première chose, c'est qu'on va voir les chromosomes apparaître. Et c'est quoi? C'est que les chromosomes, c'est de l'ADN super enroulé, comme vous savez, et justement, on va pairer l'ADN qui a été doublé ensemble. Et ça vous mélange, parce que quand je vais vous parler tantôt de la mitose, je vais vous dire, OK, les chromosomes apparaissent, l'ADN qui a été répliqué va se doubler, donc on va super enrouler l'ADN, puis on va prendre la copie puis l'original, si vous voulez, la photocopie, comme je disais tantôt, avec l'original, puis on les met sous forme de chromosomes, exemple. Mais ce qui vous mélange, c'est que l'ADN a été doublé ici, mais là, regardez bien ce que je dis, il n'y en a pas de chromosomes dans la phase S. On l'a dit à la dernière capsule, puis je le répète, il n'y a pas de chromosomes. C'est seulement visible pendant la division cellulaire. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre ici. Même si j'ai commencé à doubler l'ADN dans la phase S, on va rester sous forme doublée pendant la G2 jusqu'à la fin de l'interface, et c'est seulement quand je vais amorcer la mitose que je vais pouvoir prendre enfin mon double et la super enrouler pour former les chromosomes. Donc, il y a un délai entre les deux. Puis souvent, vous allez faire le faux lien. Ben là, j'ai déjà doublé mon ADN en phase S, donc si je commence la mitose, c'est faux. Si je vois les chromosomes, c'est faux. Donc, l'ADN est doublé en phase S, mais ce n'est que beaucoup plus tard, au début de la mitose, qu'on prendra cet ADN doublé, que finalement, on finira par super enrouler sous forme de chromosomes. Okay? Donc, ça, c'est une nuance importante pour ne pas vous mélanger. Donc, j'ai expliqué la G1, première étape de l'interface. La deuxième étape, phase S, on réplique l'ADN. On ne le dit pas ici, mais oui, on synthétise l'ADN. Je peux vous dire qu'on synthétise beaucoup de protéines. Donc, beaucoup de protéines qui vont nous servir, donc beaucoup d'enzymes, beaucoup de protéines qui vont nous servir à faire la mitose. Fait que si on résume ça, la phase S, on prépare notre matériel, on prépare nos outils qu'on va pouvoir utiliser un peu plus tard dans la mitose. Okay? Donc, on se prépare vraiment à la mitose. La phase G2, je vais plus loin que le livre parce qu'il y a un détail extrêmement important qui ne parle pas. C'est tout l'explication des cancers, très souvent, puis de la santé ou non. La phase G2, on parle de croissance encore, c'est correct, mais c'est beaucoup moins fort la croissance en G2 qu'en G1. Mais ce qui est très important, et ça, vous devez l'ajouter parce qu'on ne parle pas dans votre manuel, il y a ce qu'on appelle un arrêt du cycle cellulaire. En anglais, on appelle ça un cell checkpoint, OK? Ou, comment je pourrais traduire ça? Un point de contrôle, on va dire ça comme ça. Un point de contrôle en G2. Donc, je m'excuse. Un point de contrôle en G2 qui permet un arrêt du cycle cellulaire. Ça veut dire quoi, un arrêt du cycle cellulaire? C'est qu'on bloque. On bloque la cellule en G2, n'est pas capable de progresser, et toutes les cellules saines vont faire ça. Pourquoi qu'on arrête? Parce que quand on fait la réplication de l'ADN ici, on a doublé, des fois il y a des erreurs, il y a des mutations, les enzymes impliquées dans la réplication de l'ADN font le travail très rapidement. C'est très rapide de synthétiser de l'ADN, sauf qu'on va tellement vite que les enzymes, des fois, ils vont appairer des mauvais nucléotides, ce qui amène des erreurs dans la recette. Et si on amène des erreurs, des mutations dans certains gènes, ben, ça peut avoir des conséquences négatives, évidemment. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une étape de protection qui est en G2, le point de contrôle qui fait qu'on bloque, qu'on arrête le cycle cellulaire avant de faire la mitose pour réparer les erreurs. On a littéralement réparé l'ADN qui a eu des mutations ou des erreurs. Et donc, s'il y a des dommages dans l'ADN, ce n'est pas toujours efficace à 100%, mais c'est quand même un point de contrôle qui me permet de lire. Il y a des enzymes spéciales que vous n'allez pas étudier avec moi, évidemment,
mais des gros méga complexes, peu importe leur nom, c'est pas grave, là, mais des gros méga complexes d'enzymes qui vont s'attacher à l'ADN. Littéralement, il y a une épreuve de lecture qui va se faire. On lit l'ADN qui a été l'ensemble des brins d'ADN, donc l'ADN original puis celle qui a été répliquée, donc copiée. Et si on voit des erreurs, on a d'autres complexes d'enzymes qui suivent très près le premier. Et là, il y a comme une... c'est un peu de la magie dans mon cours, je ne vais pas entrer en détail, mais il y a une espèce de coopération entre les complexes qui fait en sorte qu'on va changer, exemple, le nucléotide qui n'était pas bon, puis on va le remplacer par un bon. Donc, le concept est simple. Avant de faire de la mitose puis reproduire les cellules, on ne veut pas transmettre des mutations, des erreurs. On corrige l'ADN et quand on est sûr que tout est beau, là, on passe en mitose. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important. Puis là, ce que je vais dire, je rouvre une parenthèse, ça, vous n'avez pas à l'écrire, mais il y a même un point de contrôle en G1 qui a une autre fonction qui est assez importante, mais j'en parle pas. Okay? Ça, c'est le minimum. Le minimum que je demande, c'est le G2. Lui, il est vraiment essentiel parce qu'en fait, dans la plupart des cancers qu'on connaît, une des dérapes, en tout cas, un des mécanismes très, très utilisés pour cette maladie-là, c'est justement de bloquer puis de faire sauter le point de contrôle. Donc, évidemment, si on n'arrête plus le cycle cellulaire puis on passe tout droit de la phase S directement en prophase, bien, la cellule n'arrête plus de faire la mitose, puis on transmet des mutations. Donc, c'est une maladie qui est très astucieuse, entre guillemets, c'est très bien adapté, parce que si j'ai des mutations ici qui favorisent le cancer, puis je saute l'étape ici, je ne peux pas y réparer. Puis, je vais aller plus loin que ça. Et ça, c'est très bien démontré dans la littérature scientifique depuis les années 70, puis 80, surtout, il y a un essor à ce sujet-là. Regardez bien ça. Qu'est-ce qui arrive s'il y a trop de dommages? Mettons une faute ou deux, c'est pas grave, mais si c'est bourré de fautes, comme un texte bourré de fautes, on jette ça à la poubelle, il y a trop de texte, on va le réécrire, ben c'est exactement ça. On jette la cellule à la poubelle. S'il y a une mutation ou deux facile à réparer, on répare, on s'en va en mitose. Mais si les dommages ADN, exemple, vous avez été intoxiqué de façon incroyable par une radiation extrême, ben quand on est en santé et que le processus fonctionne bien, la plupart du temps, quand les dommages sont trop extensifs, au lieu d'aller en mitose, on arrête et on va faire en sorte que la cellule meurt par suicide. On appelle ça l'apoptose. On en parlera un peu tantôt à la fin de la capsule. Mais, très important, le point de contrôle, on répare ce qui est réparable. Si c'est trop grave, on tue la cellule. On a mieux éliminer la cellule qu'elle se propage. Et alors, comme je disais tantôt, le cancer, lui, il saute cette étape-là. Fait qu'on ne peut plus éliminer la cellule, puis on ne peut plus réparer l'ADN. Donc, elle fait juste se reproduire, puis c'est ce qu'on appelle un cancer, en fait. Fait que c'est un mécanisme de base pour le développement de la maladie. Fait que si je reviens au cours, ce que je veux que vous compreniez vraiment, les différentes étapes, et en G2, oui, il y a de la croissance, c'est la dernière étape de l'interface juste avant d'aller en mitose, mais je veux que vous rajoutiez l'idée suivante, qui n'est pas dans votre livre, mais qui est importante pour moi. Le G2, la grosse fonction, en fait, c'est un point de contrôle. C'est pour ça que c'est important. On est capable d'arrêter l'interface, de réparer l'ADN si elle est brisée ou mutée, avant d'aller faire la mitose puis de multiplier les cellules. Parce qu'on ne veut pas multiplier les erreurs. Puis dans le pire des cas, on pourrait même tuer la cellule si on voit que c'est trop problématique. Okay? Donc, c'est une étape très importante de l'interface. Et une fois que cette étape-là, on dit, bon, c'est beau, tout est correct, là, on peut passer en mitose, donc ce qu'on va étudier bientôt. Maintenant, je suis toujours dans l'interface, plus particulièrement dans la phase S. Quand je vous disais tantôt la phase intermédiaire, la deuxième phase ou deuxième étape de l'interface, si vous voulez, je vous disais tantôt, on va répliquer l'ADN. Donc, ça veut dire quoi, répliquer? Bien, ça veut dire qu'on va doubler l'ADN pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt. Donc, on double l'ADN. Et ce qu'on vous explique ici, bien, c'est un peu les étapes du processus. Pardon, donc les étapes du processus qui va permettre de doubler l'ADN. On ne rentre pas beaucoup en détail. En fait, c'est un processus qui est extrêmement complexe, mais le peu qu'on vous montre est quand même nécessaire à connaître pour l'examen. Ce que je veux que vous fassiez, en fait, c'est que dans vos mots, je vais vous l'expliquer dans les miens, mais dans vos mots, vous êtes capable de m'expliquer en quelques étapes, en gros, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. Mais faites très attention, c'est l'interface. Je ne suis pas encore en division, là. Hein, c'est l'interface. On prépare éventuellement le matériel que j'aurai besoin. Donc, je double l'ADN avant la division cellulaire, avant la mitose, pour évidemment la redistribuer éventuellement dans les deux cellules filles que je vais produire. Mais il ne faut pas confondre. Des fois, je pose des questions sur les étapes de la mitose, puis là, vous mélangez avec l'interface. Donc, il faut bien séparer ça dans votre tête pour que ça soit clair. Il y a les étapes de la vie normale de la cellule, l'interface, puis il y a les étapes et les processus de la mitose. Donc là, je suis dans la vie normale de la cellule, l'interface, plus particulièrement dans la phase S, et on double l'ADN.
plus tard, quand on arrivera dans la mitose, on verra qu'est-ce qu'on fait avec cet ADN qui a été doublé et tout ça. Ça, c'est une autre histoire. Donc, en gros, ces étapes-là ici sont illustrées dans votre manuel. Puis vous pouvez aller voir sur la plateforme de la maison d'édition, il y a des belles animations, ou même sur Google, c'est facile, là, vous tapez, vous allez voir les vidéos, là, il y a plein de beaux vidéos sur YouTube, entre autres, là, qui vous montrent ça de façon animée, puis ça frappe l'imaginaire souvent, puis c'est plus facile à comprendre. Parce qu'ici, évidemment, c'est statique. Mais en gros, là, on dirait qu'il y a beaucoup d'informations et tout, mais en gros, c'est simple. J'ai les deux brins originales ici. OK? Moi, ce que je veux, c'est que cette molécule-là, je me ramasse avec une autre molécule identique en dessous, ici, en double hélice. Donc, première des choses, j'ai les deux brins originaux. Donc, j'en ai un qui est ici et j'ai l'autre qui est ici. Fait que la première étape, il y a une enzyme qui n'apparaît pas ici, mais que je rajoute, que vous devez savoir, qui s'appelle une hélicase. Donc, déjà, on peut déduire, hein, ase, ça réfère à une enzyme, héli pour hélice. Une hélicase, c'est donc une enzyme qui va dérouler les deux brins d'ADN. Donc, on sait qu'ils sont très enroulés de façon très compacte. Alors là, on va la dérouler, puis on va même séparer les deux brins d'ADN. Les deux brins originaux. C'est cette enzyme-là qui le fait. Okay? Donc, des fois, quand on lit, on a l'impression que c'est l'ADN polymérase qui fait tout ça, mais c'est faux. Okay? Donc, il y a une enzyme que je vais ajouter à savoir ici. Si l'ADN reste compacté comme ça, c'est impossible de la répliquer. C'est trop serré, c'est trop enroulé. Donc, il faut vraiment, on le voit très bien ici, on a déroulé un bout de l'ADN ici, on a séparé les deux brins, et dérouler puis séparer les deux brins, c'est l'hélicase qui fait ça. Okay? Donc, ça, c'est comme une première étape. Ensuite, une deuxième enzyme qui est extrêmement importante, ça, ils l'ont bien écrit dans le livre, qui s'appelle l'ADN polymérase. Une polymérase, il y en a plusieurs sortes. Dans d'autres cours, à la prochaine session, vous allez voir qu'il y a des ARN polymérases, de l'ADN polymérase. On a plein de sortes. Mais quand vous voyez le terme polymérase, généralement, c'est une photocopieuse. On va copier une molécule. Donc, quand vous savez ça, ben là, une polymérase, on va créer, on va produire une molécule. Bien, dans ce cas-ci, ADN polymérase, bien évidemment, c'est l'enzyme qui va permettre de doubler l'ADN. On va copier l'ADN à partir d'un brin original. Et ce qui est en rouge ici, okay, c'est ton ADN polymérase. C'est donc une enzyme qui vient s'accrocher à un premier brin. J'ai une deuxième enzyme qui vient s'accrocher au deuxième brin. Et sur chacun de leurs brins, on va lire, hein, littéralement, l'ADN polymérase va se déplacer et en lisant l'information ici, sous forme de nucléotide, donc ici, on reconnaît un nucléotide, les bâtonnets réfèrent à la base azotée, donc souvenez-vous, c'est toujours la même chose, j'ai un sucre, hein, un désoxyribose, un groupe phosphate qui n'ont pas dessiné, mais j'ai la base azotée, il y en a 4, ATCG qu'on a déjà vu. Donc, ici, je lis le brin. L'ADN polymérase, littéralement, elle va se déplacer sur le brin et au fur et à mesure de son déplacement, elle va créer un brin complémentaire. Et comment c'est possible? Bien, en respectant la loi d'appariement des bases que vous avez déjà vues, attache les T ou les T, les A, les C avec les G. Donc, exemple, si ici c'est un A, bien, on va attacher un T. Si ici c'est un C, on va aller chercher un G. Puis souvent, vous vous demandez, ouais, mais ils viennent d'où les autres nucléotides? Bien, ils flottent dans le noyau. En fait, on a beaucoup plus de nucléotides que nos besoins personnels. Imaginez-vous une piscine remplie de nucléotides. La piscine, c'est vraiment l'intérieur du noyau. Donc, des milliards et des milliards de nucléotides, et l'enzyme, ben, elle a juste à prendre ceux qui flottent autour d'elle, celles qui correspondent. Donc, dépendamment si c'est une base azotée A, ben, on va aller choisir le T là-dedans. Il y en a plein comme ça autour. Et littéralement, elle va se déplacer, l'enzyme va glisser sur le premier brin comme ça jusqu'à la fin, et au fur et à mesure qu'elle se déplace, elle va attacher les nucléotides complémentaires et fabriquer un deuxième brin d'ADN. Et donc là, on vient de créer comme une autre molécule. C'est tellement efficace qu'en une seconde, donc une seconde, c'est des millions de nucléotides qui sont pairés comme ça. C'est pour ça que des fois, il y a des erreurs qui vont se faire. Et c'est pour ça qu'on a, comme je disais tantôt, en G2, des mécanismes de contrôle comme ça pour tenter de réparer les erreurs que la polymérase pourrait faire.
Ce que je viens de dire là, c'est aussi vrai pour l'autre brin. Donc, la polymérase, littéralement, la deuxième va glisser sur le deuxième brin. Et de la même manière que tantôt, on va pairer des bases complémentaires, ce qui me permet de créer un deuxième brin ici complémentaire. Et en fait, je finis avec 2 molécules d'ADN. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai 2 molécules d'ADN. En fait, j'ai un total de 4 brins. Même s'il n'y a pas de lien entre les deux ici, j'ai les 2 brins. Donc, j'étais parti d'un seul brin. J'ai créé un deuxième complémentaire. Un seul brin, deuxième. Donc, j'ai 2 brins ici, 2 brins là. J'ai comme l'équivalent de 2 molécules d'ADN qui viennent d'être copiées, répliquées. Et c'est vraiment ça le travail de l'ADN polymérase. Donc, c'est tout simplement ça. Vous êtes en phase S et éventuellement, ces brins d'ADN-là pourront être réutilisés pendant la mitose pour être redistribués. On va les transformer en chromosomes, puis on va les redistribuer dans les 2 cellules filles, ce qu'on va voir bientôt. Maintenant, on dit souvent que ce processus de réplication-là, c'est un processus semi-conservateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça forme une molécule hybride. Hein? Ici, en fait, on réalise que le brin original est attaché à une copie. C'est pas 2 brins originales, puis la deuxième molécule, 2 copies. C'est vraiment comme un mélange. C'est 2 molécules hybrides. Je suis parti du premier brin, j'ai fait une deuxième brin complémentaire, qui est en fait la copie. C'est la création de la polymérase. Puis j'ai l'autre brin ici, original, avec le deuxième brin qui est une copie. Donc, si je monte ça sur tableau blanc, la même chose, mais je vais faire le dessin simplifié parce que des fois, ce dessin-là, il semble un peu complexe. Exemple, en rouge, c'est mon ADN de départ que je veux répliquer. Donc, je suis dans l'interface, évidemment, en phase S, petit rappel, hein, évidemment. Donc, je réplique l'ADN. Comment ça fonctionne? Bien là, j'ai une enzyme, une hélicase, qui va dérouler et séparer les 2 brins originaux, ce que j'illustre ici. Et ensuite, en rouge, ce que je dessine ici, c'est l'ADN polymérase. Donc, la polymérase qui est ici. Et j'en ai une deuxième en bas qui vient s'accrocher aux brins qui ont été séparés. Et là, on va se déplacer comme ça. Donc, évidemment, dépendamment, exemple, si j'ai un A, un T, un C, peu importe, qu'est-ce qui va arriver? On va justement changer de couleur pour que ça soit plus clair. Donc, je vais prendre en bleu pour faire la copie. Donc, la polymérase, pendant qu'elle va se déplacer comme ça ici, elle va faire en bleu le deuxième brin qui va être la copie du premier. En fait, c'est une information complémentaire, mais c'est la même information. Donc, le A ici va attacher quoi? Un T. Le A ici, on attache un T. Ici que je dessiné, je ne sais pas, on va dire que c'est un G. Donc, on va mettre un C ici, puis le C ici, on va attacher un G. Et c'est comme ça qu'on va créer un deuxième brin en bleu, comme ça ici. OK? On va faire la même chose ici. Fait qu'à la base, si... en fait, je vais revenir avec la couleur rouge. Donc, juste pour vous montrer qu'évidemment, le deuxième brin original, si c'est un A ici, le deuxième brin va comporter un T. Lui, il y avait un C originalement, puis l'autre avait un G. Donc, évidemment, ces 2 brins originaux en rouge, c'était des brins complémentaires. Donc, on les a séparés avec les licases et tout. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le deuxième brin? La même chose, la deuxième enzyme va synthétiser le deuxième brin. Si c'est un T, on va attacher un A. Un autre T, un A. G, C. Et si vous comparez, souvent vous pensez que la molécule ici est différente, mais en fait, ça revient au même. Ce brin-là complémentaire au premier est en fait l'équivalent de lui ici. Puis ce brin-là en bleu, nouvellement formé, est l'équivalent de l'autre brin. C'est pour ça qu'en bout de ligne, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une double hélice parfaitement identique. Je vais avoir une molécule d'ADN double brin ici. Je vais en avoir une deuxième ici, qui fait que j'ai 2 molécules identiques. Et pour l'instant, j'ai 2 fois trop d'ADN dans la cellule. C'est pour ça que ça sera important d'éventuellement faire la mitose pour séparer, mettons les brins numéro 1 dans une cellule,
pas le brin numéro 1, je m'excuse, la molécule numéro 1 d'ADN dans une cellule, puis utiliser la deuxième molécule pour la deuxième cellule, exemple. Et donc, évidemment, ici, ça me fait vraiment une double hélice d'ADN, original. Et c'est simplement ça. Donc, je suis dans une cellule, puis éventuellement, on pourra se débarrasser de ces deux molécules d'ADN dans les deux cellules filles, chacun recevant leur matériel génétique respectif. Donc, c'est une autre façon de montrer, mais c'est exactement la même chose que votre dessin. Donc, en gros, si vous êtes capable de m'expliquer à peu près les étapes que je viens de faire, l'hélicase, polymérase, vous comprenez qu'il y a un brin original avec le nouveau brin formé, puis qu'on forme en bout de ligne les deux brins, deux fois plus de matériel génétique, on est correct. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de s'en aller tranquillement vers la mitose. Donc, je voulais avant tout vous montrer ici une photo d'une interphase. Alors, tout ce qui va être important éventuellement, c'est que quand je vais vous montrer les étapes de la mitose, c'est de m'expliquer les événements qui se produisent pendant la mitose aux différentes étapes de la division. Puis également de reconnaître, exemple, le dessin ici ou une photo comme ça, puis de me dire, c'est telle étape de la mitose, ou comme dans ce cas-ci, on n'est pas en mitose, c'est de l'interphase. Et comment vous pouvez savoir que vous êtes en interphase? Ce qu'on voit ici ou sur la photo, c'est la même chose, on reconnaît le noyau. On voit l'ADN ici, il n'y a pas de chromosome, c'est de l'ADN chromatine, donc de l'ADN enroulé, compacté, et je vous disais que cet ADN enroulé ressemble un peu à des filaments, un peu comme du spaghetti. Donc, on voit à l'intérieur du noyau des filaments. On voit que le noyau est toujours présent. Donc, c'est clair que c'est de l'interphase. Vous n'êtes pas capable de dire si c'est la phase S, G1, G2, c'est impossible à l'œil. Mais vous savez que vous êtes en interphase vraiment parce qu'il y a un noyau, c'est de la chromatine, donc il n'y a pas de chromosome, rien de ça. Quand on verra des chromosomes, là, ça veut dire qu'on est en division cellulaire, ce qu'on va voir à la prochaine diapo. Donc, maintenant qu'on est plus familier avec l'interphase, la vraie question maintenant, c'est la phase mitotique, la mitose. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a 4 étapes à savoir. Ils sont en ordre chronologique. On commence toujours par la première, puis première, donc prophase, métaphase en deuxième, anaphase, télophase. Donc, toujours dans le même sens. Deux choses que je vous demande éventuellement quand je vais terminer la capsule. La prophase, êtes-vous capable de m'expliquer les événements qui se passent à la prophase, à la métaphase, etc. Et si je vous mets des images du manuel ou d'ailleurs, est-ce que vous êtes capable de reconnaître visuellement une prophase ou une métaphase? Je vais vous donner quelques trucs, c'est très simple en fait, mais vous devez être capable, juste en regardant des images, des photos, de me dire, ça c'est une métaphase pour telle raison, puis ça c'est une prophase pour telle raison. Donc, une fois que vous avez compris qu'est-ce qui se passe dans les différentes phases de la mitose, en termes d'événements, puis que vous êtes capable de la reconnaître visuellement ou de la dessiner ou peu importe, on est correct. C'est tout ce que je vous demande. La fin de la télophase, ça finit par la cytokinèse. C'est simplement un mécanisme, c'est un processus mécanique, en fait. C'est des anneaux d'actine qui vont se contracter avec beaucoup de force, qui va briser la cellule en deux. Donc, une fois que toutes les étapes sont finies, la fin de la télophase, vous allez voir parfois le terme cytokinèse, c'est simplement séparer une cellule mère en deux, tout simplement, puis celle-là, elle n'existe plus, évidemment. C'est ça le processus de la cytokinèse. Certains livres la présentent comme une 5e étape, d'autres la présentent comme la fin de la télophase. Pour moi, ça n'a pas d'importance, tant que vous comprenez en quoi ça consiste, puis que c'est vraiment la fin de la mitose, en fait, que ce soit la fin de la télophase ou le début d'une 5e étape, ça n'a pas d'importance, c'est le dernier événement. Et là, ça conclut la mitose, en fait. Donc, on va terminer par une cytokinèse. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est vous expliquer l'ensemble de ces étapes-là, puis comment les reconnaître. Mais avant d'aller là, j'ai besoin de vous expliquer quelques notions, en fait. On va pousser un peu plus loin, parce que souvent, on va pousser un peu plus loin les concepts de la dernière capsule, parce que souvent, c'est pas tant compliqué à reconnaître, mais là, il y a une confusion dans les terminologies qui sont utilisées dans le livre et tout, et c'est pas toujours clair. Première des choses, qui était qui, j'imagine. Sinon, on fait un petit résumé vite. Donc, on avait déjà vu la chromatine. Faites attention, parce qu'il y a deux mots similaires. On va voir le deuxième aujourd'hui. Chromatine avec un N. C'est de l'ADN enroulé. Ça, vous savez ça maintenant. C'est l'état normal de la cellule. Si je regarde à l'interphase, c'est toujours de la chromatine. Donc, 99% du temps, c'est des filaments d'ADN qui ressemblent un peu à du spaghetti, de l'ADN enroulé. Enroulé, évidemment, qui est compacté à un certain niveau. On peut voir aussi des chromosomes de temps en temps. Là, ça, c'est de l'ADN super enroulé ou très compacté, peu importe. Donc, il est super enroulé.
par rapport à la chromatine. Donc, on fait plusieurs tours autour des histones. On va même les séparer en petits morceaux. Donc, au lieu d'avoir des filaments d'ADN sur forme de chromatine qui est toute pêle-mêle, toute mélangée, là, on va réorganiser en plusieurs parties, un certain nombre de chromosomes. C'est comme si l'ensemble de l'ADN va être divisé en 23 boîtes, 23 morceaux en fait. Il y a 23 chromosomes qui existent. Il y en a 23 qui viennent de votre père, puis il y en a 23 qui viennent de votre mère. Donc, pour un total de 46. Alors, on va voir ça dans 2 secondes. Donc, ça, c'est ce que vous savez. Là, je vais vous montrer d'autres termes. Il y a 2 sortes de chromosomes. Il y a les chromosomes homologues. Puis il y a des chromosomes qu'on va parler aussi de chromatides sœurs. C'est aussi des chromosomes, on change de nom, puis ils vont changer de forme, je vais vous montrer pourquoi. Donc des chromatides sœurs. Là, vous faites attention, il y a un D, c'est plus un N, c'est un D. Donc chromatide de sœurs. Donc, quand je vous dis que ces chromosomes-là, qu'on parle de chromosomes homologues, chromatide sœur, c'est de l'ADN super enroulé. Ça, c'est sûr, ça ne change pas. Et je ne l'ai peut-être pas dit cette fois-ci, mais je l'avais dit dans la dernière capsule, ils sont visibles pendant l'interphase? Bien sûr que non. Hein? C'est seulement pendant la mitose ou la méiose quand vous allez l'étudier. Donc, les chromosomes apparaissent seulement pendant la division cellulaire. Et si je retourne en interphase, ça disparaît et ça redevient de la chromatine. Donc, c'est une forme d'ADN en fait. Comme on l'a dit dans la dernière capsule, on est sous la forme de chromatine dans les différentes étapes de l'interphase. Et quand on commence la mitose, bien, la chromatine se transforme en chromosome. On fait la division cellulaire. Et quand c'est terminé, on retourne sous forme de chromatine, donc on retourne en interphase. Et les chromosomes, quand je les fais simples, comme ça, mettons, on dit juste un chromosome, ça réfère à un bâton comme ça ici. Et donc là-dessus, l'ADN a été super enroulé. Exemple ici, sur le chromosome numéro 1, il est visible seulement pendant la division cellulaire, la mitose, et il y a comme 2 parties. Il y a une petite boule au milieu qu'on appelle le centromère. Faites attention, vous confondez des fois avec le centrosome, qui n'a aucun rapport, c'est un organelle de la cellule pour faire la fusion-division. Le centromère, c'est la partie centrale du chromosome, et ça sert de point d'attache, parce qu'on va voir dans certaines situations, ce chromosome-là peut s'accrocher à un autre chromosome identique à lui. Et là, ils vont rester accrochés tous les deux par le centromère. Puis, en haut du centromère et en bas, on a de l'ADN. Donc, ici, le centromère, c'est surtout composé de protéines. Mais on a l'ADN et puis qui va être organisé sous forme de gènes. On a déjà vu que les petits bouts d'ADN, c'est des petites recettes à protéines. Donc, chaque petit bout d'ADN que j'appelle un gène, ben, c'est l'information qui dit à la cellule comment fabriquer les protéines. Donc, dans ce cas-ci, les gènes qui vont se situer sur le bras ici, on appelle ça le bras supérieur ou inférieur, on appelle ça une chromatide avec un D. Alors, faites attention, une chromatide supérieure et une chromatide inférieure. OK? Donc, il y a chromatine avec un N qui est de l'ADN enroulé dans son état normal, mais quand on parle de chromatide 2 avec un D, c'est des parties de chromosomes. OK, donc maintenant que vous savez ça, c'est quoi un chromosome homologue? Première des choses, tout le monde sait évidemment qu'on a tous un père biologique et une mère biologique. Donc, techniquement, on est tous issus d'un spermatozoïde puis d'un ovule. Donc, votre père, dans son spermatozoïde, vous a donné la moitié de son ADN. Puis votre mère, dans son ovule, vous a donné l'autre moitié. Et donc, vos 2 brins d'ADN, en fait, il y en a un qui constitue l'information génétique de votre père, puis l'autre constitue l'information génétique de votre mère. Et là, ça ressemble à un spaghetti dans le temps normal, en chromatine. Donc, on n'est pas capable de distinguer en regardant des filaments qu'est-ce qui appartient à votre père, à votre mère, ou quel gène pour la couleur des yeux, tout ça, où c'est qu'on est situé. Mais un des avantages qu'on a quand on fait de la mitose, c'est que l'ADN va se super enrouler puis prendre une forme caractéristique de chromosome. Et pendant le moment de la mitose, si on prend une photo, bien là, on voit que l'ADN prend la forme de bâton, comme j'ai dit tantôt. Donc, on peut avoir le chromosome 1 en rouge ici. Exemple, c'est la version de votre père, mais vous avez tout en double. Okay? Donc, si vous avez un chromosome 1 qui vient de votre père, c'est sûr que votre mère vous a donné son propre chromosome 1 aussi. Donc, on dit souvent qu'il y a 23 paires de chromosomes. En fait, il y a 23 chromosomes qui viennent de votre père,
puis il y en a 23 qui viennent de votre mère. Donc, on a tout en double. On a 2 chromosomes 1. Donc, lui, je vais le faire, mettons, colorier pour le distinguer. Donc, ici, quand on regarde ça comme ça, c'est qu'on a un chromosome 1 qui vient de votre père, chromosome 1 qui vient de votre mère. Là, évidemment, vous avez le chromosome, mettons, je le fais en blanc comme ça ici, qui vient de votre père, numéro 2. Vous avez l'équivalent en rouge ici, qui vient de votre mère. Donc, 2 chromosomes 2, 2 chromosomes 3, puis etc. On a 2, 4. OK? Et on va aller jusqu'à 23. Et en fait, pour nommer, identifier les chromosomes, ils ont un chiffre, sauf pour le dernier qu'on identifie par une lettre. Donc, le dernier porte la lettre X ou Y. Donc, il y a un chromosome X qui vient de votre mère, exemple, ou de votre père. Puis le chromosome Y, bien, évidemment, ça vient juste des hommes. Hein? Donc, ça, vous le savez peut-être, mais une femme, c'est le symbole de la femme ici. Sexe féminin, c'est 2 chromosomes X. Donc, papa a donné un X, maman a donné un X. Puis un garçon, symbolisant le garçon, c'est un XY. OK? Donc, il y a toujours 2 chromosomes. Souvent, les chromosomes par chiffre, comme ça, on va parler d'autosomes. C'est les chromosomes normaux qui ne sont pas utilisés pour l'identification sexuelle. Mais XY, on parle des fois de chromosomes sexuels parce que le X et le Y vont jouer un rôle dans la production d'hormones sexuelles puis dans un paquet d'autres molécules qui fait en sorte qu'on va déterminer le sexe de la personne. Il faut faire attention, il y a d'autres gènes qui ne sont pas impliqués dans le sexe. Exemple, qui peut être impliqué dans quand il y a une mutation dans des problèmes comme le daltonisme ou l'hémophilie, qui peut être sur le chromosome X aussi. Donc, il y a d'autres gènes qui n'ont pas rapport, mais tous les gènes impliqués dans la morphologie sexuelle, dans le fait qu'on va devenir un homme ou une femme, sont sur ces chromosomes-là. C'est pour ça qu'on les appelle sexuels. Alors que tous les autres qui sont identifiés par des chiffres, ben, c'est l'ensemble des gènes qui vont coder pour tous les protéines de votre corps, les enzymes, les récepteurs, peu importe. Et peut-être, là, je ne vais pas rentrer dans la génétique avancée, vous allez le faire à la prochaine session, mais peut-être que vous comprenez qu'en fait, c'est le père qui détermine le sexe de l'enfant. Parce que littéralement, si papa est XY, mais maman est X, maman n'a pas le choix, elle donne un X ou elle donne un X. Donc, c'est sûr qu'elle donne un X. Papa, lui, a une chance sur 2. Si maman donne un X ici, pendant les étapes de la reproduction, bien, papa, lui, s'il donne un X, vous allez avoir une fille, mais si papa donne le Y, bien, vous allez avoir un garçon. Okay? Donc, c'est papa qui détermine le sexe. Souvent, j'entends toutes sortes d'histoires, donc là, je clarifie ça pour votre intérêt personnel, mais pas pertinent pour la mitose, évidemment. C'est juste pour répondre des fois à des questions que j'ai en classe. Maintenant, si je reviens aux définitions que je vais vous introduire, donc chromosome, vous savez. Maintenant, c'est quoi un chromosome homologue? Alors, avant que je vous explique ça, il faut comprendre que ce soit sous forme de chromatine ou de chromosome, les gènes sont toujours situés à peu près au même endroit. Et, exemple, si je prends les gènes qui codent pour la couleur des yeux, mettons, je fais une petite bande ici. Bon, mettons, je fais de la chromatine en interphase, il est peut-être ici. Puis ici, c'est pour la lipase, puis l'autre, c'est pour une lactase. Donc, les gènes sont tous mélangés comme ça. Mais quand on les réorganise pendant la mitose sous forme de chromosome, l'avantage pour nous, c'est que les gènes ne changent pas de place. Et ce que ça fait, c'est que les milliers de gènes qui peuvent se retrouver sur le chromosome 1, c'est l'endroit spécifique précis de la localisation. Exemple, ici, c'est le gène qui code pour la couleur des yeux. Bien, pour tous les êtres humains de l'univers, il va se trouver sur le chromosome 1 au même endroit. Fait que c'est vrai pour papa, puis c'est vrai aussi pour maman. Donc, exemple, si ça, c'est votre matériel génétique, vous avez toujours les gènes en double. Fait que si, ici, j'ai le gène sur le chromosome 1 qui code pour la couleur des yeux, bien, c'est la même chose pour le chromosome 1 de papa, de votre père, puis celui de votre mère qu'elle vous a donné. Ensuite, exemple, ici, ça pourrait être un gène qui code pour la lactase, une enzyme qui digère la lactose. Ça va être la même chose pour maman. Je dis ça au hasard, en passant. Je ne sais pas s'il est sur le 1, il est peut-être sur le 3, je ne sais pas. C'est juste pour l'exemple. Okay? Donc, voilà. Donc, vous comprenez qu'ici, tous les gènes qui vont se trouver sur le 1, ça va être équivalent sur l'autre aussi. Par contre, si je change de chromosome, ben là, c'est d'autres gènes. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le même nombre de gènes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gènes très longs, parce qu'ils ont beaucoup de gènes, puis il y en a qui sont plus courts. Ils ont chacun leur taille et leur forme, les chromosomes. Fait qu'avec une photo, juste à l'œil, on est capable de dire, bien, ça, c'est chromosome 1, 2, 3. Ils sont très faciles à identifier. Mais pour vous, ce qui est important de comprendre, c'est que les gènes sur le numéro 2, ça va être d'autres sortes de gènes. Exemple ici, ça pourrait être pour l'insuline. On a la même chose de l'autre côté.
L'avantage biologique, c'est que j'ai tout en double comme ça. Fait que si j'ai une mutation dans la version 1 papa, il m'en reste un comme ça, version maman, pour l'utiliser. Puis si les deux versions sont mutées, bien, ça ne fonctionne pas. Mais ce que je veux vous faire comprendre, la première des choses, c'est que si je prends le chromosome 1, puis je compare les gènes sur le chromosome 1 avec le 2, ça n'a aucun rapport. C'est des chromosomes qui n'ont pas de lien. Par contre, si je prends les deux chromosomes 1, on dit que c'est des homologues. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas identiques, mais ils se ressemblent beaucoup. C'est ça des chromosomes homologues ou des gènes homologues. Donc, quand je dis chromosome de l'ADN super enroulé, quand je dis des chromosomes homologues, c'est bien sûr des chromosomes, donc de l'ADN super enroulé. Maintenant, comment on va définir ça? Bien, en fait, les homologues, c'est des chromosomes qui se ressemblent. Ça, c'est bien important d'écrire ça. Ça va nous distinguer des chromatides sœurs tantôt, mais qui ne sont pas identiques. Donc, c'est des chromosomes qui se ressemblent beaucoup, qui ne sont pas identiques. Et pourquoi? C'est le deuxième point que je veux que vous notiez. C'est que l'origine parentale est différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous avez un chromosome 1 de votre père et vous avez un chromosome 1 de votre mère. Donc, évidemment, votre père ne ressemble pas à votre mère. Ce n'est pas des clones. Ils ont des différences génétiques. Et le meilleur exemple, c'est la couleur des yeux. On va dire que votre père a les yeux bleus, votre mère a les yeux bruns. Ça veut dire que les deux ont des gènes qui se ressemblent. Maman a un gène qui code pour la couleur de ses yeux, puis votre père a un gène qui code pour la couleur de ses yeux. Donc, ils se ressemblent parce que les gènes de l'insuline sur le chromosome 2, ça n'a aucun rapport avec la couleur des yeux, donc ils sont un autre chromosome. Mais si je regarde ici, les deux ont une fonction similaire, colorer vos yeux, mais votre père a la couleur des yeux différente de maman. Donc, il y a une différence dans la séquence du gène qui fait en sorte que on n'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça qu'on dit homologue. Ils se ressemblent, ont la même fonction, mais ils ne sont pas identiques. En d'autres mots, c'est parce qu'il y en a un qui vient de votre mère, puis l'autre vient de votre père. C'est ça qu'il faut comprendre avec les chromosomes homologues. Et c'est ça qu'on va voir tantôt, comment on va les redistribuer. Parce qu'ils peuvent être sous forme de bâton comme ça, puis à certains moments, les chromosomes, ils vont prendre une forme de X. Et c'est ça la question. Pourquoi que les chromosomes 1 peuvent être comme ça ou comme ça? Sous forme simple de bâton, puis des fois sous forme de X. Et ça, quand j'étais étudiant, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre ça parce que souvent les enseignants, mes profs de bio, ils ne m'expliquaient pas. Puis pire, quand vous avez des livres de bio, des fois, dans votre manuel, je ne me souviens pas, mais beaucoup de livres de bio que j'ai connus, tu as des photos de X, tu as des photos de bâton, puis ils ne te le disent pas. Puis là, ils appellent tout le temps ça des chromosomes, puis c'est pas clair, puis on ne sait pas trop. Je vous explique ça maintenant, puis c'est une nuance, mais elle est importante à faire. Donc, ce qui va se passer, maintenant vous connaissez vos chromosomes homologues, je vais vous expliquer c'est quoi une chromatide sœur. Okay? Donc, dans ce cas-ci, souvenez-vous de la phase S. Je vous disais qu'on va doubler l'ADN. Et en fait, techniquement, les chromosomes simples, on ne les voit pas très très longtemps. Ils vont tout de suite s'attacher, si vous voulez, avec leur copie identique. Fait que si je repars, par exemple, d'un chromosome 1 papa, okay, puis là, je fais l'équivalent en rouge ici pour signifier que c'est celui de maman. Donc, deux chromosomes homologues, un blanc pour qu'on comprenne que c'est la version papa, puis ici en rouge, version maman. Puis je ne ferai pas les 23 paires, évidemment, mais mettons que je fais un deuxième comme ça ici. OK? Donc, au début de la division cellulaire, on va voir qu'il y a des chromosomes comme ça dans la première étape, qui s'appelle la prophase, qui vont apparaître. Donc, parce qu'évidemment, on va super enrouler l'ADN. Maintenant, ça, c'est des chromosomes qui n'ont pas été dupliqués. Mais ce qui va se passer assez rapidement, c'est que l'original ici, on va faire la copie. On l'a déjà fait, en fait, quand on a répliqué l'ADN dans l'interface de la phase S. Donc, ce qui va arriver, pendant un certain moment, ils sont sous forme simple, et le jour où le 1 en blanc retrouve sa copie, bien, ce qui va arriver, c'est que l'original numéro 1, mettons, on va le dire comme ça, pour que ce soit plus simple, est ici, et sa copie identique va venir s'accrocher par le centromère ici. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de X. Et pendant ce moment, on dit que c'est des chromosomes qui ont été dupliqués parce que j'ai l'original et la copie identique. C'est ce qu'on appelle des chromatides sœurs. Il ne faut pas les mélanger avec les chromosomes homologues. Les chromatides sœurs, la définition que je vais vous écriviez, c'est des chromosomes qui sont identiques. Ils ont exactement la même information.
Fait que si papa avait le gène qui codait pour la couleur des yeux bleus ici, bien sur l'autre copie, sur l'autre chromosome identique, on a exactement la même information. Et je reviens avec mon exemple de tantôt. Vous manquez le cours, vous photocopiez les notes de votre collègue. Bien, s'il a fait une faute de grammaire, vous allez avoir la faute de grammaire. C'est une copie identique. C'est pas comme tantôt que les homologues qui étaient l'origine parentale différente. C'est vrai que le gène des yeux de papa est peut-être différent de maman, c'est peut-être pas la même couleur et tout. Mais si je prends le chromosome avec tous les gènes de papa, puis je fais une copie identique, bien, la copie identique a exactement la même information. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, quand vous les voyez sous forme de X ou de bâton, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que la première étape de la mitose, l'original ici, chromosome 1 en blanc, origine papa, on prend l'original, on l'attache à sa copie identique. Et on fait la même chose pour le 1 version maman. Donc, ce qui va arriver ici, version maman originale, je prends l'original qui est ici et sa copie identique vient s'accrocher comme ça au centre. Donc, j'ai un X en rouge. Ce qui fait qu'au début de la division cellulaire, au lieu d'avoir 23 paires comme ça veut dire 2 chromosomes 1, pendant un court moment, j'ai 4 chromosomes 1. C'est vrai que j'ai un blanc puis un rouge. Numéro 1 blanc, numéro 1 rouge, mais en fait, ça, c'est mes originaux. J'ai le numéro 1 blanc avec sa copie, donc j'ai 2 1 blanc, puis je vais avoir 2 1 rouge. Puis je vais recommencer ça pour le 2 aussi. Donc le 2 ici, je vais faire la chromatide SAR également, c'est-à-dire l'original blanc, avec sa copie identique. Puis la même chose en rouge ici, pour la version maman. Donc, si je vous dis le gène qui est sur le blanc ici, mettons le gène A, puis le gène A ici, c'est des homologues, parce que c'est des chromosomes homologues. L'un qui vient de papa, l'autre de maman. Ils ne sont pas identiques, mais ils se ressemblent beaucoup, même fonction. Si je prends le gène ici sur le chromosome 2, peu importe qu'il soit rouge ou blanc, c'est le gène B, il n'y a aucun rapport. Okay, c'est autre chose. Puis si je viens voir une chromatide sœur, ben le A qui est ici est identique au A d'en face, mais il serait homologue au 1 rouge ici. Mais le A rouge va être identique à l'autre ici, évidemment, parce qu'ils sont sur le même X, sur la même chromatide sœur. En d'autres mots, de façon très simple, s'ils sont sous forme simple de bâton, puis c'est le même chiffre, c'est des homologues, version papa-maman, mais si vous les voyez sous forme de X, bien, le X blanc, c'est des identiques. Le chromatide sœur, c'est exactement la même chose, c'est la photocopie qui est attachée à son original. Et c'est tout. Si vous faites cette nuance-là, la mitose devient très simple parce que tout ce que j'aurai à vous enseigner maintenant, c'est qu'aux 4 étapes de la mitose, c'est de savoir comment on va distribuer ces X-là, donc ces chromatides sœurs, comment ils vont s'aligner, comment ils vont se séparer, tout simplement. Et selon ce qui se passe, selon comment ils se comportent, est-ce qu'ils sont sous forme simple, est-ce qu'ils sont sous forme de double, est-ce qu'ils sont alignés, séparés, bien, on va identifier, en fait, les différentes phases de la mitose, justement avec ce que je viens de dire, en fait, ce qu'on va voir à la prochaine diapo. OK, donc ici, comme je l'ai dit précédemment, il y a comme 2 choses que je vais vous demander pour chaque étape. De m'expliquer les événements qui se passent dans vos mots. La préface la plus complexe, il y a comme 3 événements en fait. Les autres, c'est généralement 1. Donc, je vais vous les écrire. Et ensuite, ça va être à partir d'une photo comme ça, exemple d'une image, je vais me dire, ben ça, c'est une prophase, une métaphase. Je vais donner des points de repère comme ça pour vous aider à le reconnaître. Donc, phase mitotique, la première étape. Donc, c'est sûr qu'il y a un effort de par cœur. Il faut apprendre par cœur les nombres. Il faut savoir dans quel ordre qu'on les fait. Donc, la prophase, P pour la première, donc c'est la première étape. Il y a 3 événements qui vont se produire. La première, c'est une destruction ou une disparition du noyau. Et c'est très simple. Pourquoi? Bien, je détruis le noyau ici, tout simplement, parce que comment je vous dirais ça? Parce que éventuellement, les chromosomes sont tellement gros que ça prend toute la place dans la cellule. Donc, le noyau ne peut pas les contraindre. On fait disparaître le noyau et comme ça, on pourra déplacer de façon plus libre les différents chromosomes ou chromatides sœurs. Donc, ça, c'est le premier événement. Le noyau disparaît. D'ailleurs, on voit sur le dessin ici qu'il n'y en a pas. Okay? Donc, ça, c'est le premier événement d'une prophase. Si je vous dis c'est quoi une prophase, c'est la première chose que vous me dites. Ensuite, il y a un deuxième événement qui va se produire. C'est qu'une fois que le noyau est disparu, les chromosomes apparaissent. Okay? Donc, on va formation des chromosomes. Donc, dans un premier temps, ils vont être sous forme simple, puis très rapidement,
les chromosomes simples vont prendre la forme de X comme ça, ce qu'on appelle les chromatides sœurs. OK? Donc, formation des chromosomes, puis éventuellement, je le mets entre parenthèses, chromatides sœurs. Donc, vous savez maintenant c'est quoi. C'est l'original avec sa copie identique. Et le dernier événement, on vous le dit ici, c'est apparition des fibres du fuseau mitotique. Donc, le fuseau mitotique va être formé. Formation du fuseau mitotique. Parfois, dépendamment du manuel que vous utilisez ou des profs, pour moi, ça va être comme ça. La formation du fuseau mitotique se fait à la fin de la prophase. La deuxième étape s'appelle la métaphase. On va voir ça à la prochaine diapo. Il y a des gens qui disent que le fuseau mitotique va apparaître à la fin de la prophase ou au début de la métaphase. C'est comme si entre les deux, ils vont créer une nouvelle phase qu'ils appellent la prométaphase. Bon, si vous voyez ça, c'est correct. Mais dans votre manuel, il n'en parle pas vraiment. Donc, moi, ce que ça fait, c'est qu'un étudiant qui me dit que le fuseau mitotique apparaît à la fin de la prophase ou au début de la métaphase, je ne vous enlèverai pas des points parce qu'il y a une petite confusion selon le livre qu'on utilise. Mais j'aimerais ça quand même le plus possible, même si je ne vous pénalise pas, que vous me colliez en fait à la fin de la prophase, le fuseau mitotique apparaît. Et c'est quoi le fuseau mitotique? Bien, si vous vous souvenez de la dernière capsule, c'est le cytosquelette qui se réorganise. On le voit un petit peu partiellement ici. Donc, au lieu d'être sous la membrane, il va s'attacher aux deux centrosomes. OK? Donc, aux deux centrosomes, tout simplement. Les centrosomes, c'est des centrioles, en fait, hein, si on se souvient. Et ça sert de point d'attache. Puis, tout simplement, le cytosquelette va prendre une espèce de forme comme ça. Puis, ça va servir de rail pour glisser les chromatides sœurs de part et d'autre, ou des chromosomes éventuellement. Donc, on met en place les événements ou les processus nécessaires pour permettre de séparer les chromosomes et diviser la cellule éventuellement en deux. Donc, c'est les trois événements que je vous demande de savoir pour une prophase. Les autres, ça ne m'intéresse pas, c'est les plus importants. Et quand vous regardez un dessin comme ça, si je vous demande le nom de la phase ou de la phase de la division ici, clairement, ce n'est pas une interphase, parce qu'on voit qu'il y a des chromatides sœurs. Okay? Ils ne sont peut-être pas évidents, là, mais on reconnaît le centromère, puis on reconnaît le X ici. Ça en est un, j'en ai un autre. Et c'est donc certainement pas une interphase, c'est une prophase, c'est une mitose, donc c'est sûr. Et je dis que c'est la prophase parce que, en fait, les chromatides sœurs sont toutes mélangées n'importe où. Okay? Ils sont distribués, mais ils ne sont pas alignés, il n'y a pas d'organisation vraiment, ils sont un peu partout dans la cellule. Donc, je vois le fuseau de division, premier indice. Il n'y a pas de noyau, mon deuxième indice. Puis en plus, les chromatides sœurs sont n'importe où. Ils sont formés, donc troisième événement, et sont un petit peu partout. Si je vous demandais, souvent en exercice, on vous demande de dessiner une prophase. Puis quand je demande cet exercice-là, généralement, je le demande toujours à partir de deux paires de chromosomes homologues. Donc, exemple, on part avec les 1 rouges, puis les 1 blancs, pour signifier que les rouges, exemple, c'est l'origine parentale, on va dire le père, puis les blancs, ça serait la mère. Donc, en fait, je vais le faire dans la cellule ici. Une prophase, je pourrais faire, mettons, la chromatide 1 en blanc ici, donc l'original, sa copie identique ici. Donc, les deux 1 blancs sont là. N'importe où dans la cellule, il n'y a pas d'organisation. Je pourrais faire l'équivalent numéro 1 en rouge. Donc, je vais le colorier en rouge pour distinguer. Hein. La différence ici, c'est que les 1 rouges viennent de la mère, exemple, puis les 1 blanc viennent du père. Là, on a fait les 1. On en a 23 à faire à dessiner, mais on pourrait faire les numéros 2. Donc, le numéro 2 serait ici, exemple. Il pourrait être n'importe où ailleurs aussi. Puis, je pourrais faire le 2 rouge ici. Mais, c'est peut-être pas clair sur mon dessin, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils sont n'importe où. Il y a pas là, on dirait qu'ils sont alignés, mais ils ne sont pas alignés. Ils sont n'importe où. Puis, on pourrait faire les 3, les 4, les 5, puis faire les 23 comme ça. OK? Donc, c'est ça une prophase. En fait, ils sont tous mélangés n'importe où comme ça. Maintenant, que tu sois capable de dessiner, de me décrire les événements ou de reconnaître le dessin, je ne peux pas te demander d'autre chose. Donc là, tu es blindé pour l'examen. Puis, la question maintenant qui reste, bien, ça c'est une prophase. Qu'est-ce qui va se passer à la deuxième étape de la mitose, la métaphase? Donc, cette deuxième étape, c'est très facile. Le mot-clé, c'est qu'on va aligner. Donc,
les chromatides sœurs, au lieu d'être mélangés n'importe où dans la cellule comme la prophase, ils vont s'aligner au centre de la cellule, un peu en file indienne. Et c'est tout ce qui se passe. Le mot-clé, c'est alignement. Donc, on aligne les chromatides sœurs au centre de la cellule en file indienne, un en arrière de l'autre. Et c'est juste ça, une métaphore, en fait. Et on dit souvent qu'il s'aligne à la plaque équatoriale. C'est quoi la plaque équatoriale? C'est une ligne imaginaire qui divise la cellule en deux, en plein milieu. Équateur, hein, on a appelé ça la plaque équatoriale, ça réfère à l'équateur terrestre. La ligne équatoriale au niveau de la Terre, c'est la ligne vraiment qui divise la planète au centre. C'est la même chose. La plaque équatoriale, c'est la ligne centrale, au milieu de la cellule. Donc, ils ne vont pas s'aligner n'importe où, c'est vraiment au centre de la cellule qu'ils vont s'aligner. Si vous regardez, donc deux choses, je vous dis une métaphore, c'est quoi? Bien, vous m'expliquez que les chromatides sœurs s'alignent en file indienne, un en arrière de l'autre au centre de la cellule, plus précisément à la plaque équatoriale. Et quand vous regardez le dessin ici, ça devient très, très simple. On voit vraiment qu'ils sont tous alignés, contrairement à tantôt. Donc, c'est la seule étape qu'on va voir ça. On voit qu'ils sont déjà fixés au fuseau mitotique. Et dans une vraie cellule, on voit qu'ils sont ici, donc ils sont vraiment un en arrière de l'autre. Donc, c'est la même chose. Si je vous demandais de la dessiner comme tantôt, mettons, ce qui est important avec les dessins, c'est qu'on amène une information de plus que j'aime pas dans votre livre qu'ils font pas. La plupart des livres de bio, ils font un code de couleur comme je fais pour distinguer les versions papa, version maman. Là, ils sont tous bleus pareils. Donc, on ne sait pas trop comment ils sont situés. Donc, moi, je trouve qu'en manquant d'informations, même, ça amène une confusion. Il manque du détail. Fait que si je vous demandais de la dessiner, je veux que vous ayez un peu plus loin que ça. Je veux que vous compreniez que, exemple, les chromatides sœurs pour le 1 blanc, il se met ici. Donc, il y a les deux 1 blanc ici, chromatide sœur, l'original, la copie. Puis celui qui suit en arrière, c'est pas le 2 ou le 3, c'est les 1, mais l'autre version, mettons, version papa en haut, mais là, on va dire que ce sera la version maman, en rouge. Donc, les 1 blanc en haut, on va voir les 1 rouges ici, évidemment. OK? Donc, je viens d'aligner les premiers. Ensuite, qu'est-ce qu'il va avoir? Bien, il va avoir le deuxième chromosome, donc le numéro 2. Chromatide sœur numéro 2, version papa, puis je vais voir le numéro 2, version maman. Okay. Donc, 2 blancs, 2 rouges. Puis d'habitude, je demande avec deux paires de chromosomes comme ça, les 1, les 2, mais normal, c'est suffisant. Si vous avez compris que les 2 paires, vous êtes bon. Mais généralement, pas généralement, tout le temps, en fait, on ne fait pas ça juste pour les 2, on ferait ça pour les 3, les 4, puis jusqu'avec les 23, en fait, les 23 paires. Et c'est juste ça. Donc, c'est bien beau de les voir alignés comme ça, mais ici, c'est plus précis, c'est de comprendre qu'il y a les 1 blancs, les 1 rouges et tout. OK? Donc, c'est ça une métaphase. Alors, comme tantôt, vous êtes capable de m'expliquer en mots ce qui se passe, reconnaître les dessins de votre manuel et de les dessiner comme je viens de le faire. Si je vous demande de dessiner une métaphase, bien, vous êtes capable de me faire ça, bien, vous êtes correct, évidemment, pour l'examen. Troisième étape. Donc, une fois qu'ils ont été alignés, on passe à l'étape 3, anaphase. Là, ce qui est important de comprendre dans une mitose, donc l'anaphase d'une mitose, on va briser les chromatides sœurs. Donc, on sépare les chromatides sœurs. Et une fois qu'ils sont brisés, donc les X se cassent, simplement, l'original, exemple, s'en va dans une extrémité de la cellule, puis la copie identique s'en va de l'autre côté. Donc, on sépare les chromatides sœurs. C'est le seul événement qui va se produire. Et l'original qui se sépare, donc au niveau de ce centromère, se détache. Donc, exemple, le 1 original blanc va se détacher de sa copie 1 blanche. Et il y a une copie, exemple ici, ça c'est l'original, s'en va à gauche, la copie s'en va à droite. Comment il est possible de les déplacer? Bien, on le voit, le chromosome ici, il est sous forme simple, c'est un bâton, il va glisser comme ça sur le fuseau mitotique, le fuseau de division. C'est pour ça qu'il est important de le créer en profond, sinon les chromosomes ne fonctionnent pas. Il y a des agents anticancéreux qui veulent bloquer la mitose. Qu'est-ce qu'on fait? On vient empêcher la formation du fuseau de division. Donc, même si je change des chromosomes, on ne les déplace pas, la division ne peut pas se poursuivre. Donc, aussitôt que je bloque une étape, c'est fini. Il y a d'autres agents anticancéreux, chimiothérapeutiques, qui vont faire mourir la cellule par apoptose. Donc, elle meurt. C'est encore plus efficace. Mais des fois, on fait juste bloquer la formation des chromosomes,
bloquer la formation du fuseau de division, et même si ça ne tue pas la cellule, ça l'empêche de poursuivre la mitose. Puis le cancer, j'ai dit tantôt, c'est juste la mitose. Donc, si je bloque la mitose, tu bloques le cancer. Donc, il y a des médicaments qui fonctionnent comme ça. Fait, c'est des étapes quand même importantes, il ne faut pas les sous-estimer. Ceci étant dit, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont vraiment se séparer. Là, faites attention parce que ici, dans les manuels, on fait souvent une forme de V comme ça pour donner un effet de déplacement. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est une forme simple, c'est un bâton en fait. Puis là, quand vous les voyez de même, des fois ça vous mélange, puis vous pensez que c'est des X. Mais en fait, j'ai dit tantôt, ça ici, c'est une forme simplifiée. OK, mettons le 1 blanc. Fait que il peut être sous forme de chromosome comme ça, ou il peut être sous forme de chromatide, ce qu'on a vu dans la prophase ou la métaphase. Donc, ça ici, c'est parce que l'original est copié, est attaché avec sa copie identique. Ici, il a été séparé. En fait, ce qui se passe, c'est que le 1 ici, chromatide sort, imaginez-vous que la ligne en pointillé que je fais se casse en deux. Donc, il y a un bâton qui s'en vient ici, puis l'autre qui reste s'en va de l'autre bord. Donc, c'est à peu près ce qui se passe à l'anaphase. Je sépare en deux mes deux chromosomes attachés ensemble, mes deux chromosomes identiques. Donc, la chromatide sœur va disparaître et un des chromosomes que je pointe présentement ici s'en va à gauche, l'autre s'en ira à droite. C'est juste ça, l'anaphase, on se sépare. Donc, si je dessinais ça, okay, parce que là, évidemment, vous voyez qu'ici, dans le fond, c'est la même chose que le bâton. C'est juste qu'ils l'ont fait en forme artistique. Là, il est comme couché sur lui-même, mais c'est la même chose. Là, okay? Donc, peu importe. Si vous soyez capable de les reconnaître, puis si je vous demande de les dessiner, vous n'avez pas besoin de faire des effets de ville même. Là. Vous me les faites en bâton, c'est correct. Fait que si je vous demande de dessiner une anaphase, donc on le voit ici dans la vraie cellule, hein, on voit que c'est pas très clair, mais on voit qu'ils sont en train de se séparer. Mais si on le dessine, donc je pars de l'exemple de tantôt, quand j'étais en métaphase, qu'est-ce qu'on avait dit? J'avais, mettons, les deux 1 blanc ici, les deux 1 rouge ici. Donc là, ça serait une métaphase. C'est pas bon. Donc, l'anaphase, c'est quoi? Au lieu d'avoir ça, ce que je vais faire, c'est que le bâton ici, je l'envoie là. Donc, un des chromosomes 1 ici, puis l'autre, j'en envoie de l'autre côté. Donc, ce que ça fait, la séparation se fait de la façon suivante. Je devrais voir le numéro 1 blanc ici, qui s'en va, mettons, c'est la cellule qui s'en va vers ce côté-là. Et j'ai l'autre 1 blanc, qui est la copie identique, qui s'en va de l'autre côté. Je fais la même chose pour le rouge ici, donc le 1 rouge. Mettons version maman. Tantôt, c'était version papa, la version maman. Ça en vient ici. Donc, lui disparaît. Puis tantôt, on avait les numéros 2 blanc et rouge. C'est la même chose. Le 2 chromatide sort sous forme de X, numéro 2 blanc. Donc, va se séparer en deux. C'est juste ça, une mitose, en fait. Hein? On sépare le matériel de façon égale pour qu'on s'assure que chaque extrémité de la cellule a la même information. Donc, quand je vous disais, je fais un lien, là, quand je fais en fait, je vais finir mon dessin, puis je vais vous faire le lien tantôt. Il me manque le 2 rouge ici, puis le 2 rouge de l'autre côté, puis là, mon dessin est complet. Ça, c'est une anaphase. OK? Donc, on voit qu'ils sont redevenus, c'est plus des X, ils sont redevenus sous forme de bâton, et on va dans les deux côtés de la cellule, comme ça, dans les deux extrémités. C'est comme ça que vous allez reconnaître le dessin, en fait. On sépare les chromatides sœurs, mais plus loin que ça, je vois le résultat que les deux 1 qui étaient sous forme de X sont maintenant, j'en ai 2 dans chaque extrémité, et ils sont complètement séparés, ne sont plus sous forme de chromatide sœur. Donc, littéralement, les chromatides sœurs disparaissent à partir de l'anaphase. Et le lien que je voulais faire tantôt, je vous disais qu'une mitose, ça fait des cellules génétiquement identiques. Hein? Je vous disais, une cellule de peau, bon, si la peau est brisée, on veut refaire des cellules de peau, on ne veut pas un neurone ou une cellule d'estomac. Donc, on refait des cellules pareilles. Et là, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai dit ça en début de capsule. On voit que si ça, c'est l'original, puis je la copie identique, je vais envoyer l'original d'un bord, la copie identique qui contient exactement les mêmes gènes. Puis s'il y avait une mutation puis une erreur dans le premier, on va copier l'erreur. On fait la copie, c'est une photocopie. Donc, quand la cellule va se diviser éventuellement, les deux cellules vont avoir le numéro 1 blanc, puis ils vont avoir la même information, puis ils vont avoir chaque cellule va avoir une copie du 1 rouge, du numéro 2 blanc, du numéro 2 rouge. Donc, ils vont avoir exactement le même matériel. Okay? Donc, l'anaphase, c'est simplement ceci. Et la dernière étape, la télophase, qui va se terminer par une cytocinèse. Petit truc entre parenthèses, quand vous allez étudier, vous allez apprendre la prophase, vous allez commencer comme ça. Une fois que vous allez mémoriser la prophase, vous n'avez pas à apprendre la télophase. Dites-vous que c'est juste le contraire.
Donc, tout ce que vous avez appris dans la prophase, faites-le à l'envers. Je vais vous l'expliquer évidemment, mais c'est juste l'inverse. Donc, c'est plus facile à retenir de cette manière-là. C'est quoi les 3 événements de la prophase? On les a vus tantôt. Donc, il va y avoir 3 événements contraires dans la télophase. Donc, la première des choses, en prophase, on vous disait que le noyau disparaît. Là, il va y avoir formation de 2 noyaux, une pour chacune des cellules. Donc, formation des noyaux. Tantôt, on disait que la chromatine va prendre la forme de chromosomes et de chromatides sœurs. Bien là, c'est l'inverse. Donc, la télophase, les chromosomes disparaissent et redeviennent de la chromatine. Donc, les chromosomes qui ont été redistribués pendant l'étape précédente de l'anaphase, donc on les voit ici encore, sont sur le chromosome, mais ils vont disparaître et redeviennent de la chromatine. Et évidemment, le fuseau de division ne sert plus à rien. Donc, le fuseau de mitotique ou de division redevient un cytosquelette normal. Donc, le fuseau de division disparaît aussi. Bon, si je vous demande de me décrire en mots ce qui se passe, c'est ce que vous me dites. Si je regarde le dessin, on dessinera après, mais il y a plusieurs façons de le dessiner. Là, ici, il faut faire attention. On dirait qu'il y a 2 cellules, mais c'est encore une cellule. Elle est juste déformée. On voit qu'elle commence à prendre une future forme de 2 cellules, et puis aussi ronde qu'initialement. Donc, c'est pas ça. Mais elle s'allonge un peu. On voit qu'il y a un repli au centre, mais elle n'est pas séparée complètement. Donc, ça, c'est une télophase au début. Quand on va arriver à la fin de la télophase, la cytokinèse, on pourra diviser complètement en 2 cellules distinctes. Mais là, comme elle n'est pas distincte encore, on parle vraiment de télophase. Comment je fais pour savoir, moi, si c'est une prophase, une télophase, une métaphase? Bien, premièrement, on voit bien qu'ils ne sont pas alignés au centre, donc c'est sûr que ce n'est pas une métaphase. Ce n'est pas une prophase non plus, parce que j'ai 2 noyaux. Dans la prophase, le noyau disparaît, puis à l'anaphase, il n'y a pas de noyau non plus. Donc, on voit qu'il y a vraiment un noyau ici qui s'est reformé, un deuxième. Donc, ça, c'est vraiment un bon indice. Puis en plus, on voit le futur de 2 cellules. Si on était juste à une cellule, bon, ça pourrait peut-être être une prophase dépendamment, mais là, ce n'est pas le cas. On a presque 2 cellules. Donc ça, c'est clairement une télophase. Donc si vous remarquez ces points de repère-là, ça redevient assez simple. Puis parfois, là, on dessine une forme de chromosome comme ça. Puis des fois, si la télophase est un peu plus avancée, bien, au lieu de voir les chromosomes, on sait qu'ils disparaissent. Donc là, ici, ils n'ont pas eu le temps de disparaître. Mais au lieu de faire un noyau comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Bien, je pourrais faire un noyau avec de la chromatine pêle-mêle. Donc, je ne vois même plus de chromosomes. C'est la même chose. C'est juste qu'ici, c'est une télophase qui est plus avancée. Fait qu'il ne faut pas vous faire avoir. Là, ici, on est vraiment au début de la télophase. C'est pour ça qu'il reste des chromosomes, mais il n'y a pas de paradoxe. Quand je vous dis que les chromosomes disparaissent, là, on ne les a pas fait disparaître parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais si j'avais regardé une fraction de seconde plus tard, ils ne seraient plus là. Ça serait de la chromatine. Donc ça, c'est encore plus c'est encore plus proche de la télophase. Et donc, vous êtes capable de reconnaître le dessin. Dessiner, ben, je viens de le faire, c'est pas vraiment tout compliqué. Puis la cytokinèse, ben, c'est la fin de la télophase. Et littéralement, on a 2 cellules avec de la chromatine. Il n'y a plus de chromosomes, c'est sûr, à la cytokinèse. C'est trop avancé. Donc, le résultat est 2 cellules. Puis là, des fois, vous dites, ouais, mais comment je fais pour savoir si c'est une interphase ou une cytokinèse? Ben, l'interphase, il y a juste une cellule, la cellule de départ. Là, j'en ai 2. C'est les 2 cellules filles. Donc, c'est l'indice qui va vous permettre de distinguer tout ça. Donc, ce que je viens de dire, on le voit très bien, hein, pour résumer. Prophase, les chromatides sœurs un peu pêle-mêle, s'alignent en file indienne pour la métaphase. On voit qu'ils sont brisés ici, qu'ils commencent à glisser. Donc, les chromatides sœurs disparaissent, redeviennent sous forme simplifiée, un bâton à gauche, un bâton à droite. Donc, on sépare l'anaphase. Télophase, comme je viens de le décrire. Éventuellement, la cytokinèse. Donc, c'est tout simplement une contraction de protéines d'actine qui fait qu'on va pouvoir, la cytokinèse, c'est ça ici, ce qui me permet de diviser la cellule en 2. Littéralement, ça fait 2 mini-cellules. Et ces 2 cellules-là pourront retourner en interphase, donc faire leur croissance, répliquer leur ADN, arrêter en G2, réparer si nécessaire, puis recommencer une mitose si nécessaire. Okay? Donc, très rapidement, c'est ce qu'on vient de résumer. Avant de passer à l'autre sujet, je vais terminer avec une dernière petite diapo avec quelques idées de base, concepts très simples. Ce que je vous demande pour étudier tout ça, là, on dirait que ça a l'air bien compliqué et tout, mais en fait, un exercice très simple.
bon, vous écoutez, vous prenez vos notes en écoutant la capsule. Quand c'est fait, vous allez commencer à étudier. Bon, vous allez essayer de comprendre. Commencez par apprendre les différentes étapes, puis les définitions, évidemment. Commencez par les définitions. Tant qu'un chromosome homologue, chromatide sœur, chromatine, ça se mélange dans votre tête, vous n'allez pas plus loin. Plus rapidement possible, vous distinguez, puis quand vous êtes capable de m'expliquer ça dans vos mots, puis c'est clair, là, commencez à regarder les différentes étapes. Un bon exercice, en fait, je vous suggère 2 choses, c'est d'être capable de les dessiner comme je l'ai fait. Vous faites des dessins, vous êtes capable de le faire de mémoire, bon, ça va. Vous êtes capable de reconnaître les différents événements, capable de reconnaître les dessins dans votre manuel, puis de me dire c'est une métaphore, une anaphase, bien, vous êtes blindé, c'est parfait. Et l'autre chose que je vous demande, si ça vous tente, vous avez un peu de temps, ça vaut vraiment la peine d'aller voir des petits films d'animation sur... il y en a des millions, là, c'est très facile. Vous allez sur YouTube, vous allez sur la plateforme de Chanelière, hein, avec votre comme vous avez acheté le livre, vous avez accès. Et le fait de voir justement en animation la prophase, la métaphore, comment ils se rattachent, comment ils se détachent, vous allez très bien voir dans ces animations-là, justement, leur forme simple, pourquoi ils deviennent sous forme de X, donc forme simple, les homologues, les chromatides sœurs, et ça devient beaucoup plus simple après de reconnaître ça. Ce n'est pas essentiel, mais ça va vous aider beaucoup, puis l'effort de par cœur devient beaucoup moindre finalement. En fait, le gros effort, là, c'est de par cœur, c'est d'apprendre les noms avec les différents événements, mais après, ça reste de la compréhension ou de la reconnaissance visuelle. Donc, c'est pas tant compliqué si vous investissez un petit peu de temps. Et pour terminer la capsule, bien, je finis avec quelques concepts. Donc, quand on parle de vieillissement, c'est un peu relié au cycle cellulaire, en fait. Comment ça se fait que, je ne sais pas, quand un patient de 90 ans, la peau plisse, puis on est des petits bobos, puis le métabolisme est plus faible et tout ça, puis on a de la misère, on n'est plus ce qu'on était, bien, c'est qu'à un moment donné, le processus de mitose et de régénération, il est efficace un bout de temps, puis il va l'être de moins en moins, puis à un moment donné, on arrête de remplacer les tissus brisés, surutilisés. Il y a même, ça c'est pas retenu, mais il y a même la masse musculaire qui, à partir d'un certain âge, assez rapidement en fait, on convertit ça en tissu lipidique. Donc on parle de la force musculaire. Hein, donc à partir, vous avez 45, 50 ans et plus, puis plus que vous êtes vieux, pire que ça va être. Bien, la masse musculaire, puis demandez-moi pas où est la logique. Hein, j'aimerais mieux garder la masse musculaire qu'avoir de la masse disperse, c'est sûr. Des réserves d'énergie, si mes muscles ne contractent plus, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc, effectivement, si je remplace ça par du tissu musculaire en vieillissant, par du tissu lipidique, je perds du muscle, donc je suis moins fort que ce que j'étais à 20 ans. Puis le tissu adipeux, évidemment, c'est pour stocker des triglycérides, comme vous savez maintenant, donc ça ne se contracte pas. Donc, tous ces processus-là, en fait, il y a des changements, mais en gros, on va faire de moins en moins de mitose. Donc, les tissus vont finir par perdre un peu leur capacité. C'est ce qui explique en partie le vieillissement. Ce qui est encore plus important, c'est le concept de mort cellulaire. Et vous faites attention, la façon que c'est écrit ici, c'est vraiment pas clair. On mélange les causes et les morts cellulaires, puis on vous dit qu'il y a 3 options, ce qui est faux, et en fait, il y en a 2. La cellule peut mourir par 2 options. Il y a juste 2 morts cellulaires, la nécrose et l'apoptose. C'est 2 morts complètement différentes, je vais vous les distinguer. En gros, ici, c'est des causes, en fait. Okay? Donc, les 2 causes ici, les lésions mécaniques, ça peut être un frottement, une irritation, certains agents nocifs, toxiques, ça, c'est des causes, c'est pas une mort. Ces causes-là peuvent conduire à la nécrose. Il y a certaines bactéries, comme la fameuse bactérie qu'on appelle la mangeuse de chair, elle a fait de la nécrose. Donc, il y a des bactéries qui pourraient rentrer aussi. Mais ce n'est pas toutes les bactéries ou les agents nocifs, parce qu'il y a des bactéries qui vont produire, qui vont stimuler l'apoptose aussi. Ça dépend de la sorte de bactérie qui vous infecte. Il y a des agents nocifs qui favorisent la nécrose, puis il y a des agents nocifs qui favorisent l'apoptose. Donc, c'est mal fait un peu ici. Il faut faire attention. Fait que pour moi, peu importe les causes, pour moi, agents nocifs, bactéries, ce n'est pas tellement important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 morts cellulaires. La nécrose, numéro 1, et l'apoptose, qui est numéro 2. Donc, on a beaucoup parlé de mitose, qui fait qu'on peut multiplier des cellules, se reproduire. Mais qu'est-ce qui arrive à la fin du cycle cellulaire? Quand on arrête de faire de la mitose, puis qu'on arrête, puis on meurt, bien, la cellule peut mourir de 2 manières différentes. Donc, généralement, la nécrose, pensez à la gangrène. Hein? Vous avez peut-être vu ça en soins, sinon vous allez voir ça un jour. Un membre qui devient noir, un doigt qui est noir. Ça, c'est de la nécrose. Les cellules commencent à mourir. Puis, des fois, il faut amputer, par exemple. Mais c'est une mort qui n'est pas propre. Ça veut dire que généralement, les cellules vont éclater.
le contenu interne de la cellule va se répandre. Donc, OK, c'est pour ça que je dis que c'est une mort qui n'est pas propre. Donc, le contenu interne se répand. Okay? Imaginez-vous que la cellule explose. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du cytoplasme, tout ça va se répandre à l'extérieur. Et ça va souvent favoriser d'autres processus cellulaires, généraliser de l'inflammation, justement, parce que là, c'est comme si on relâchait dans la nature, dans votre organisme, toutes sortes de déchets, puis de molécules toxiques, puis tout ça, ben, ça va irriter, puis ça va inflammer, puis ça stimule une réponse immunitaire qui est beaucoup plus forte. Puis, donc, la nécrose, généralement, c'est ça. Puis, je ne vais pas entrer plus en détail que ça. Okay? La grosse différence, c'est qu'on peut avoir une mort beaucoup plus organisée puis beaucoup plus propre, puis on dit souvent que c'est une mort génétique. Ça, c'est dur à comprendre, mais dans certaines situations, on dit, puis c'est vraiment ça, hein, c'est que la cellule on va stimuler la cellule, puis on va dire « Hey, suicide-toi ». Et donc, il y a des gènes dans votre cellule qui dorment, puis quand on les active, ça va provoquer le suicide de la cellule. Et littéralement, ça va démanteler la cellule. C'est une mort programmée, génétique. Quand j'active ces gènes-là, la cellule, c'est fini pour elle, c'est un mécanisme d'autodestruction. On va commencer, je ne vais pas trop aller en détail, c'est pas trop grave, là, mais en gros, pour ceux qui veulent comprendre un peu, j'active les gènes. On va commencer par fragmenter l'ADN. Donc, on a des nucléases, des enzymes qui vont s'activer pour aller briser l'ADN puis le casser en petits morceaux. Puis, on va tout démanteler morceau par morceau la cellule. Et ce que ça va faire, en anglais, on dit, elle va faire du bubbling, là, c'est du bourgeonnement, ou je ne sais pas trop comment le traduire, mais ce qu'on va voir, c'est qu'au lieu de répandre le contenu comme la nécrose, c'est qu'on va la fragmenter en petites mini-cellules, mais sans casser la membrane cellulaire. Donc, cette grosse cellule-là, on la démantèle morceau par morceau. C'est une mort beaucoup plus propre. Ça ne crée pas de l'inflammation et tout ça, ou une réponse immunitaire. Ça ne fera pas de gangrène et tout ça, là. Et elle va finir par disparaître. Là, on a des macrophages qui vont finir englober les petits morceaux de la cellule. Ce qui est fascinant, c'est que c'est une mort comme ça qui est programmée, assemblée, et c'est pas juste chez l'humain. On a trouvé ça chez tous les êtres vivants. Les petits vers de terre, les invertébrés, la drosophile qui est une sorte de mouche. Tout être vivant, on a cette programmation d'autodestruction cellulaire. Pourquoi c'est si intéressant? En fait, si vous êtes capable de répondre à cette question-là, vous allez comprendre un petit peu pourquoi j'ai besoin de ça. Ici, c'est une mort un peu plus au hasard. Je m'irrite, je me frappe, j'ai un élément toxique qui fait exploser mes cellules, peu importe. C'est plus comme accidentel. Ici, c'est on veut mourir. On dit à la cellule active tes gènes pour mourir. On contrôle pas seulement la reproduction par mitose. Je suis en train de vous expliquer qu'on contrôle la mort aussi, dans le cas de l'apoptose, ce qui n'est pas le cas de la nécrose, évidemment. Donc, cette deuxième mort est intéressante. Pourquoi? Autrement dit, pourquoi, à votre avis, une cellule voudrait se suicider? Tu sais, l'objectif d'une cellule, c'est de vivre, puis de réparer, de multiplier. Dans quelles conditions? Bien, justement, hein, si j'ai plusieurs cellules comme ça, imaginez-vous deux situations. Mettons que j'ai un virus qui infecte la cellule, puis un sale virus mortel. Si lui, là, je le laisse aller, il va faire des millions de bébés virus, puis il va l'infecter toutes les autres cellules de mon corps. Par contre, si avant de se reproduire, je dis, on active les gènes d'apoptose, puis elle se suicide, les virus n'ont pas le temps de se répliquer, et en fait, c'est un sacrifice. Cette cellule-là décide de se suicider en activant son programme de gènes, et ça va empêcher la propagation du virus. Donc, ça nous protège, c'est un mécanisme de protection. Il y a des vieilles cellules aussi qui vont mourir par apoptose, parce qu'à un moment donné, ils ont tellement accumulé de dommages dans l'ADN qu'on pourrait avoir des maladies, des problèmes. Donc, elles préfèrent se suicider avant de faire la mitose. J'en ai parlé un petit peu tantôt dans le cycle cellulaire en G2. On répare. Puis s'il y a trop de lésions, pas capable de réparer, bien, on va tuer la cellule avant qu'elle se reproduise. Sinon, si la cellule initiale a plein de problèmes, puis elle donne 3000 cellules éventuellement à force de faire de la mitose, bien, les 3000 vont avoir les mêmes problèmes. Donc, on préfère l'éliminer. Puis le fameux cancer que vous allez voir tout au long de votre vie, parce qu'évidemment, vous allez avoir des patients cancéreux, peu importe votre département, maladie très répandue, vous le savez, malheureusement, on est tous touchés par le cancer. Il va y avoir des membres de notre famille, des gens qu'on connaît, des patients, bien sûr, que même si vous êtes en cardio, il va y avoir des patients qui vont avoir le cancer, qui vont aller se faire guérir en cardio pour des problèmes cardiaques. C'est partout. Et j'en ai parlé un peu au cours de la capsule parce que je trouve ça important pour vous autres. C'est trop important. Vous allez avoir des questions aussi des patients là-dessus. Mais c'est quoi le lien avec l'apoptose puis le cycle cellulaire? Moi, je suis capable de faire un lien avec tout ça. Là. C'est tout relié. Mitose, cycle cellulaire, apoptose.
Imaginez-vous que dans toutes ces cellules-là, elle, c'est une cellule cancéreuse. Elle a des mutations qui font qu'elle va faire de la mitose de façon disproportionnée. Si cette cellule-là, je la détecte à temps et que j'ai un mécanisme qui fait qu'il y en a, on ne va pas les voir, mais qui active les gènes impliqués dans l'apoptose, bien avant de faire la mitose, la cellule se suicide. Elle ne va pas se propager. Vous n'aurez pas de cancer, vous n'aurez pas de tumeur. La cellule cancéreuse vient d'être éliminée par apoptose. C'est donc un mécanisme de défense. Si l'apoptose est bloquée, ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va arriver? Bien, la cellule cancéreuse va faire de la mitose avec donc créer deux cellules. Et je l'ai dit tantôt, le cancer, c'est des cellules qui n'arrêtent pas de faire de la mitose. Ces deux-là vont en faire deux autres. Ces deux-là vont en faire deux autres. Même chose de l'autre côté. Et en certains laps de temps, ça va devenir exponentiel. Une tumeur, c'est tout simplement des cellules empilées une par-dessus l'autre qui n'arrêtent pas de faire de la mitose. Stade 1, il y a 4 stades dans le cancer, c'est pas requin, mais il y a plusieurs stades. Mais le quatrième stade, le stade le plus sévère avec les métastases, c'est quoi? Ben, c'est que là, à un moment donné, toutes ces cellules-là qui ont formé une tumeur au poumon, exemple, à un moment donné, il y en a une qui se détache, qui s'en va en circulation sanguine, puis là, elle se promène partout, puis hop, elle s'en va dans le pancréas, dans les os, puis là, elle va continuer à se multiplier dans le nouvel organe, au cerveau. Fait que là, c'est tout le temps le même principe. C'est qu'on commence avec un cancer original, au poumon, exemple, puis on finit avec un cancer au cerveau, au pancréas, ça se répand partout parce que justement, ces cellules-là s'échappent. L'idée, c'est de les éliminer par apoptose avant qu'ils s'échappent. Okay? Donc, l'apoptose, votre premier concept, c'est de dire, ben oui, mais on meurt, c'est pas bon. Vous n'avez pas tort, parce que si vous avez trop d'apoptose au niveau de certaines régions de la mémoire, et que les cellules meurent trop vite, ces neurones-là, ça fait de l'Alzheimer, exemple. Okay? Donc, il y a des situations que c'est pas bon. Le virus du sida, le VIH, fait de l'apoptose dans certains globules blancs, puis ces cellules-là meurent trop vite, on perd nos défenses. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pas bon. Mais généralement, c'est pour vous protéger. Et je vais terminer avec ceci. Quand je parle de cancer, souvent, vous pensez que c'est une mutation qui fait le cancer. C'est faux. Ça prend plusieurs hits. Et généralement, hit, HIT en anglais, là, plusieurs problèmes, mettons. Et vous savez quoi? Généralement, il y a plein de formes de cancer, mais la plupart du temps, ce qui va arriver, il faut que les mutations inactivent les gènes d'apoptose. Donc, la cellule n'est plus capable de mourir. Si je les inactive, ça me prend des mutations dans les gènes clés. Il y a une centaine de gènes qui conduisent à l'apoptose. Mais si j'inactive certains gènes clés qui sont centraux, la cellule n'est pas capable de mourir. On dit qu'elle est devenue immortelle. Généralement, c'est la première étape du cancer. Vous n'allez pas avoir de tumeur encore, mais vous êtes à haut risque. Parce que tout ce que ça va me prendre après pour développer la maladie, c'est une deuxième série de mutations qui va on fait le contraire ici, on va super activer les gènes de la mitose. Et quand vous avez les deux combinaisons, là, vous êtes parti pour avoir une tumeur. Dans ce cas-ci, la cellule n'est plus capable de mourir. Donc, quand on dit, dans le langage de l'oncologie, on dit que c'est des cellules immortelles, ça veut dire que techniquement, elles vont vivre éternellement. Elles ne sont pas capables de mourir. Elles vont toujours rester. On n'est plus capable de la tuer par apoptose. Sauf évidemment si vous avez un accident ou une nécrose ou peu importe. Mais techniquement, l'apoptose ne peut plus les tuer. Et si vous avez d'autres mutations dans d'autres gènes qui activent la mitose en fou, et même, je vous dirais, si je fais un lien avec le cycle cellulaire, qui empêche la G2, donc vous vous souvenez, le point de contrôle, la G2, donc si en plus j'ai des mutations là, donc on n'est plus capable de réparer l'ADN, on n'est plus capable de mourir, capable d'arrêter le cycle, puis qu'on super active la mitose, là, la combinaison de tout ça, vous avez la maladie. Toujours ça. Quand vous me dites cancer du sein, du poumon, un pancréas, prostate, peu importe, les gènes impliqués peuvent différer d'une cellule à l'autre, d'une maladie à l'autre, pardon, mais c'est toujours ça. En gros, si on simplifie le cancer, c'est juste ça. Et il ne faut pas penser que c'est juste une mutation. C'est généralement plusieurs séries de mutations qui affectent plusieurs gènes. Exemple, le cancer du côlon, il y a le gène APC, puis il y a deux autres gènes. Donc, si vous avez trois gènes, on ne dira pas les vrais noms, c'est pas important. Mettons gène 1, 2, 3 dans les cellules du côlon.
Si vous n'avez aucune, pas de danger. Si votre père ou votre mère vous a déjà transmis une première mutation à la naissance, parce que c'est parfois héréditaire, vous avez déjà une chance de plus. Si au cours de votre vie, vous avez des dommages et tout ça, puis vous avez une deuxième mutation, et on s'en vient pas pire. Et si vous êtes malchanceux et vous avez une troisième mutation dans le troisième gène, là, on part pour la mitose. Mais généralement, ces gènes-là vont être impliqués dans l'apoptose et la mitose. On bloque l'apoptose, stimule la mitose, bingo, vous avez la maladie. Et si un jour un patient vous demande comment c'est possible, cette maladie-là, là, souvent on entend toutes sortes d'affaires, mais on l'a tout en nous, tout ça, c'est pas vraiment vrai. C'est une série de mutations comme ça qui va stimuler le processus de division puis qui bloque la mort. Et quand j'ai la combinaison des deux, ben, vous faites de la mitose en fou, ce qu'on appelle le cancer, tout simplement. Donc, vous savez tout maintenant. Sur ce, je vous souhaite une bonne étude. Et si c'est pas clair, la mitose, si vous avez des interrogations et tout ça, ben, écrivez-moi, c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Et sinon, ben, on va se voir dans une prochaine capsule.